Il était prévu, donc, à l'adresse précédente, une conférence annoncée depuis 2 ou 3 mois déjà, pour laquelle l'association Égalité et Réconciliation avait loué à cette salle privée, pour je crois 1200 € une des 3 salles. Cette conférence était annoncée de longue date. Il y a un contrat, donc c'était Égalité et Réconciliation, etc. Donc tout existait dans les formes, le sujet était bien établi, la France, l'islam et les banlieues. Donc il y avait a priori soit aucun problème, soit s'il y avait problème, l'interdiction aurait dû survenir bien avant. Hein, voilà. Donc là on remarque une espèce de procédure perverse qui se met en place systématiquement, notamment avec Dieudonné, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que des soi-disant antifa, une bande de guignols non identifiés, soi-disant d'extrême gauche, collent 2-3 affiches en disant, je sais pas quoi, le fascisme ne passera pas, ou ce genre de phrases. La préfecture fait semblant d'avoir peur d'un soi-disant trouble à l'ordre public où il y aurait des affrontements physiques entre des ordres d'antifa et des méchants fachos. Semblant d'y croire, alors que je crois que tout le monde sait très bien que depuis déjà un certain temps, et grâce notamment au travail qu'on a fait avec Dieudonné, il y a très longtemps que les soi-disant antifa ne décèdent plus qui peut parler dans les banlieues, et notamment si M. Alain Soral a le droit de discuter avec les gens de Vaux-en-Velin. Je crois qu'il y a très longtemps que vous leur demandez plus leur avis, je crois, et c'est tant mieux. Mais la préfecture fait semblant d'y croire, et demande au maire de faire un arrêté d'interdiction, sous prétexte de risque de trouble à l'ordre public. Et le maire, il se trouve là devant Vaux-en-Velin communiste, qui est un ami du maire de Vénissieux, et qui est sur la mairie de M. Gérin, qui est très en pointe sur l'énorme problème des burkas en France. Je remercie d'ailleurs les filles en burqa de l'avoir enlevé pour venir m'écouter. Merci, c'est gentil. Voilà, donc on est dans un truc qui en fait est la manière démocratique, puisque la démocratie ça existe, d'empêcher un homme public français de venir parler au nom de l'égalité et de la réconciliation, avec d'autres citoyens français, qui pourtant me semble très nécessaire compte tenu du climat actuel. Voilà, le système bien pervers et bien organisé fait en sorte de m'empêcher de m'exprimer publiquement, mais comme on est quand même en France, en démocratie, la police est là, mais finalement fait rien, gentiment, ils sont un peu emmerdés de ce qui se passe. C'était samedi soir, ils auraient préféré regarder le match de foot. Et finalement, on trouve une solution de rechange. On est accueilli par un ami, il y a des amis partout, beaucoup plus qu'on le croit d'ailleurs. Et finalement, ceux qui se sont fait avoir, c'est ceux qui sont venus, à qui on a dit que c'était annulé et qui sont repartis, parce que le but était celui-là, pour que demain, les antifas sur un site internet où ils sont 2 et lus par 3 avec 8 pseudos, peut faire croire qu'ils sont 12, vont dire qu'ils ont chassé les fachos des quartiers et qu'en gros, ils empêchent, ils contrôlent soi-disant le terrain et ils vous protègent, vous, évidemment, Français immigrés des visins racistes comme moi, tout en étant d'ailleurs par ailleurs anti-musulmans, ce qui commence à poser un problème schizophrénique, puisqu'ils sont antiracistes d'un côté et anti-musulmans de l'autre. Et malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, cette personne qu'ils attaquent est en même temps celle qu'ils agressent. Et que finalement, ils en protègent une contre eux-mêmes. Hein, puisque donc on est dans la schizophrénie de l'extrême gauche actuelle, qui est à la fois antiraciste et anti-musulmane, mais il se trouve que compte tenu de la sociologie française, le musulman est aussi le maghrébin ou l'homme de couleur, et ça c'est la contradiction dans laquelle se trouve aujourd'hui Besancenot, qui pilote ma persécution, comme vous avez pu le remarquer en haut lieu, et qui les conduisent aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les vidéos qu'on a faites avec Dieudonné, où on prend des coups pour essayer de faire comprendre ce qui se passe, parce que malheureusement, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire, hein. C'est en prenant des coups pour que les gens voient, vous savez, je fais comme ça, il y a le sniper, comme ça vous pouvez identifier le sniper. C'est un peu ça l'idée, on prend des coups pour que vous voyez qui les donne, quoi. Voilà. Et c'est finalement une espèce de situation étrange où des antifascistes qui sont déguisés en fascistes, il suffit de les regarder, au nom de l'antifascisme, frappent aujourd'hui des jeunes filles musulmanes, côte à côte avec des authentiques Français patriotes comme moi. C'est les manifs qu'on a vécues pendant la liste antisioniste, c'est la manif qu'on a vécue à Denfert-Rochereau quand nous étions venus avec des drapeaux français défiler pour Gaza. Et il faut savoir que la police a fait en sorte, comme elle le fait à chaque fois, qu'il n'y ait pas de drapeau français dans les manifestations pour Gaza, pour qu'on voit bien à la télé qu'il n'y a que des drapeaux algériens, marocains ou du Hezbollah, et qu'après, par contre, les manifs du CRIF, elles, pour Israël, elles, à ce moment-là, il n'y a que les drapeaux français, évidemment, car vous savez bien que, effectivement, les patriotes français sont dans le camp du CRIF, et pas dans le nôtre, voilà. Donc là, on comprend bien, par le vécu, ces espèces de procédures de domination et de manipulation assez subtiles, qui sont la démocratie. La démocratie, c'est la manipulation subtile. Dans un régime non démocratique, on aurait été emballé, un peu passé à tabac, donc il ne faut pas se plaindre, c'est pas si mal, voilà. Mais
c'est vicieux, voilà, c'est vicieux. Et donc vicieux, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et donc notre boulot, votre boulot aussi, c'est de relayer, et du côté des nationaux et du côté des Français, on va dire plus récents, parce que moi j'ai cette double étiquette, j'en parlerai un peu après, de faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris, en gros, bah, finalement, qui sont les méchants, qui cognent, qui a le pouvoir, et peut-être, sans parler d'amis, etc., qui sont les ennemis les plus dangereux, les ennemis principaux, et surtout les ennemis qui ont les moyens de vous faire du mal, parce que c'est ça le problème, parce qu'on peut très bien ne pas aimer Le Pen, il faut quand même que vous croyiez que Le Pen n'a pas le pouvoir en France, hein, et qu'il y a deux types d'individus aujourd'hui qui sont obligés de marcher à l'ombre, et qui ont des problèmes avec la police, c'est Le Pen et les musulmans, c'est intéressant. Je profite d'ailleurs de cette petite aparté pour remercier quelqu'un qui nous a aidés à essayer de débloquer la situation, sachant ce qui nous arrivait, qui m'a appelé alors qu'il était malade, qui m'a appelé tout à l'heure sur son portable pour essayer de faire, qui nous a d'ailleurs donné un avocat, parce que nous avons essayé de faire un référé heure par heure auprès du tribunal administratif pour contester l'annulation de la salle, parce que s'ils l'ont fait à midi, c'est pour nous empêcher de nous exprimer. Et cette personne que je voudrais remercier, qui n'est pas tout à fait sur notre ligne, mais qui est quelqu'un de respectable, c'est Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch nous a aidés à faire en sorte que cette réunion se tienne ce soir, car même s'il n'est pas tout à fait sur ma ligne, c'est quand même ce qu'on peut appeler chez nous un honnête homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour le débat, et qui est un homme de foi, et qui en tant qu'homme de foi catholique respecte les autres hommes de foi, et avec les coups qu'il a pris, il a bien compris que pareil, il avait des ennemis bien plus violents, bien plus puissants, et bien plus haineux de la France qu'il aime que peut-être certaines personnes ici qui ne sont pas sur sa ligne, ce que d'ailleurs personne n'exige ici. Je n'ai jamais exigé que quiconque en sortant d'une réunion que je fais aille voter pour qui que ce soit. On essaie simplement d'aider les gens à approfondir leur culture citoyenne, car la démocratie, c'est des citoyens qui votent, mais des citoyens qui votent parce qu'ils comprennent ce que c'est que la machine politique. Et qu'il est bien évident qu'aujourd'hui le système démocratique, c'est de faire voter les gens, mais en les abrutissant au maximum pour qu'ils votent effectivement à la fin pour Obama, voilà, on n'annule pas les élections, mais on fait en sorte, en abrutissant les électeurs et en réduisant le système électoral à une absurdité, à ce que de toute façon, les élections ne servent strictement à rien et que ce soit un énorme montage bouffon. Voilà. Donc on est là ce soir pour essayer de faire monter le niveau de conscience citoyenne par un dialogue constructif. Voilà. Donc ça, c'était remarque. Donc on voit bien aujourd'hui effectivement que finalement, des gens d'extrême gauche qui sont une poignée ont immédiatement obtenu de la préfecture qu'elle donne l'ordre au maire de supprimer notre réunion. Donc on voit bien qu'il y a une connexion. Petit groupuscule d'extrême gauche, préfecture de police, et le maire communiste, mais sur une ligne très très anti-Bourka, visiblement était très content d'annuler la réunion. Les électeurs de Vaux-en-Velin font ce qu'ils veulent aux prochaines élections, mais enfin, visiblement ce monsieur-là ne fait pas partie de nos amis. Voilà. Hein. Dernière remarque, il est évident que grâce au travail qu'on a fait aussi avec Dieudo et grâce au travail que vous faites aussi, les histoires de troubles à l'ordre public ou des soi-disant antifa prétendraient nous empêcher de discuter entre nous. Cette période est passée, elle a existé. Ils n'oseraient pas mettre les pieds à Vaux-en-Velin, nous le savons tous, hein, car nous les chasserions ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette extrême gauche néocoloniale a cessé de vous traiter comme des enfants. Hein, parce que ça, c'est insupportable. Hein, c'est ce qu'on appelait... l'indigénat, hein, qui a existé sous Julien Dreyde pendant des années. Et on vous donnait 2 ballons de foot, 3 ghetto blasters, et vous faisiez exactement là où on vous dit de faire, ce qu'on aurait dit normalement aux chiens. Cette période-là, au moins, est révolue. Hein. Bon, Julien Dreyde vient d'échapper à la justice grâce à ses puissantes relations, mais je pense que sa crédibilité en banlieue et de toute son organisation, soi-disant, qui s'appelait SOS Racisme, et donc, dont on a compris d'ailleurs, au bout de 25 ans, que c'était pour sauver le racisme, parce que je crois que sans SOS Racisme, le racisme aurait disparu depuis déjà les années 85. Mais grâce à SOS Racisme, qui a bien éduqué les jeunes de banlieue issus de l'immigration à haïr les Français comme moi, et qui parallèlement a bien en même temps, et aller voir en douce les Français comme moi pour dire, voyez que ces gens-là vous détestent, et qu'ils sont hostiles, et qu'heureusement qu'en Israël, nous sommes l'avant-garde du monde judéo-chrétien et qui luttons contre le danger bougnoulique, parce qu'on voit très bien comment la combine est montée. Hein. Je pense que cette période où ces gens-là pouvaient nous prendre pour des imbéciles est un peu révolue. Alors ils ont encore des moyens de police qui nous empêchaient de nous réunir, qui sont des moyens médiocres, ils nous ont fait déplacer de 300 mètres, mais nous sommes là, sans sécurité, sans armes, sans violence, et j'ai fait ce genre de réunion, même quand j'étais, la courte période où j'étais au Front National, parce que j'ai été au Front National quelques mois. On sait pourquoi j'y suis allé. D'ailleurs, si des gens veulent le savoir, si quelqu'un veut que je leur rappelle pourquoi j'y étais, je leur rappellerai. C'est pas comme il y a marqué sur les affiches que j'en ai été viré parce que trop extrémiste. J'ai accepté d'être le conseiller de Le Pen sur la question des banlieues
et sur la question sociale au moment des élections de 2007. Et moi, mon analyse, c'était les musulmans ont vocation à rejoindre les patriotes français car nous avons les mêmes valeurs en réalité, qui sont les valeurs, ce que j'appelle de la droite des valeurs. Hein. Nous avons des tas de points communs. Nous avons des valeurs, respect de la famille. Nous sommes finalement ensemble très éloignés du monde décadent, gauchiste, de la gay pride et de la technoparade. Et c'est dommage de nous faire la guerre entre nous, alors que quelque part, nous partageons beaucoup de choses en commun. Voilà. Il y a un certain respect du patriarcat, un certain respect des valeurs classiques, etc. Ce que M. Gollnisch a parfaitement compris d'ailleurs récemment, en participant à certaines réunions. Voilà. Donc j'étais allé au Front National en disant, surtout que Le Pen était déjà très pro-arabe en politique étrangère, c'était le plus pro-arabe en politique étrangère de tous les Français. Je disais, de toute façon, être contre les voyous, c'est pas être contre les musulmans ou les gens de banlieue, car en banlieue, les trois quarts des gens sont contre les voyous aussi. Et les trois quarts des pères de famille de banlieue, leur rêve, ce n'est pas que leur fils soit un délinquant. Donc, il y avait quelque chose qui se passait pas mal. Et puis, il s'est passé autre chose qui fait que ma tendance a été marginalisée. Et sentant que l'anti-islamisme risquait de devenir une des mamelles du Front National de demain, ce qui permet, comme vous l'avez remarqué, Marine Le Pen de passer à la télévision sans que personne ne l'agresse, et que même que c'est Vincent Peillon qui se fait porter pâle, alors que dans le temps, ça aurait été le représentant du Front National qui aurait été viré. Maintenant, c'est le mec du PS qui ne vient pas. Bon, il se trouve que la tendance anti-islamique du Front a marqué des points, parce qu'avec l'anti-islamisme, on a droit aux médias et à la respectabilité, car personne n'injurie Marine Le Pen sur un plateau, alors que Gollnisch, les mecs ne le regardent même pas quand il lui parle. C'est assez étrange. Donc je suis parti du Front National en faisant une déclaration solennelle en disant pourquoi je partais, car j'étais contre la ligne anti-islam que je trouve moralement condamnable et politiquement peu stratégique, car en réalité il y a beaucoup plus de musulmans qui pourraient voter pour un parti nationaliste que de ceux qui vous invitent à la télé, mais qui ici constituent un puissant lobby, ne constituent pas un électorat, et qui en plus nous haïssent très très profondément, et qui haïssent d'ailleurs tous les patriotes du monde, et qui n'aiment aucun peuple solidaire et aucun peuple fier de sa nation et de ses frontières. Il faut savoir que ça se passe comme ça partout. Hein. Voilà. Donc moi, c'était pas ma ligne, j'en suis parti. Donc j'ai été quelqu'un qui a tenté de faire quelque chose au Front National, qui, je le crois, était risqué, courageux et voué sans doute à l'échec. Je l'assume totalement. Je suis un type qui aime bien prendre quelques risques, quoi. Enfin, tenter des trucs un peu rock'n'roll. Voilà. Il se trouve que par ailleurs, dans ma vie, j'ai été 7 ans au Parti communiste, ce que je revendique aussi. Et j'ai quitté le Parti communiste pour les mêmes raisons que j'ai quitté le Front National, parce que j'ai constaté que ces mouvements, qui étaient des mouvements qui avaient encore une certaine indépendance, se sont soumis au système. Et en fait, nous assistons peut-être en ce moment à la soumission du Front National au système, comme j'ai assisté moi, à l'époque à la fin de Georges Marchais, à la manière dont le Parti communiste français s'est soumis au système, s'est soumis au Parti socialiste, dont Julien Drey dit des fois d'ailleurs sa langue fourche, il dit parti socialiste des fois. Il a du mal à distinguer les deux. Enfin bon, je ne m'apaisantirai pas sur ce sujet. Et donc en fait, ma position a toujours été une position de résistance au système, qui est, je crois, la pire chose. Et pour ça, il faut s'appuyer sur ce qui existe. Et il y a des gens anti-système au Front National, il y en a. Il y a des gens anti-système dans les banlieues, il y a des gens anti-système dans la police, il y a des gens anti-système, même Jean-Marie Bigard, dans le show business, il y a Dieudonné, il y en a partout. Et ce qu'il faut, c'est créer la fraternité des gens qui ont compris ce que c'était qu'un système de domination, le système de domination, comment il fonctionne, et savoir ne pas tomber dans les pièges, et ne pas aller systématiquement vers les ennemis qu'on leur désigne. Un peu comme on va sur le taureau va sur le foulard rouge, alors qu'en fait ce qu'il faut charger c'est le torero. Si on est un taureau intelligent comme ça, la corrida s'arrête beaucoup plus vite. Il n'y a pas de mise à mort. Si vous chargez directement le taureau, c'est pas vous qui finissez avec l'épée dans la tête. Alors que si vous chargez le foulard comme on vous le dit de le faire, et ben à la fin, le torero repart avec la queue et les 2 oreilles. Voilà. Et donc on est quand même dans cette logique, nous, d'essayer d'être un peu moins bêtes et de ne pas faire là où on nous dit de faire, que ce soit Besancenot qui vous le dise, que ce soit Julien Drey, que ce soit Sarkozy, que ce soit je ne sais pas qui, enfin ils vous le disent à peu près tous la même chose, hein. C'est assez facile. Voilà. Donc on est là pour ça. Maintenant, on est là aussi pour aborder un sujet plus risqué encore, qui est de parler de la question de l'islam en France. Voilà. C'est une question, je le dis, risquée, parce que moi j'ai un pied du côté des nationalistes français, ce qui est l'intérêt, et un pied du côté, une certaine sympathie pour les musulmans, pour des raisons qui me sont personnelles, intuitives, liées à mon vécu, etc., dont on pourra parler si on débat après un peu pourquoi. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent avec des espèces d'extrapolations, que j'aurais des calculs. Parce que, comme vous le voyez d'ailleurs, j'ai des calculs de réussite sociale très très subtils, parce que ce que je fais me rapporte, comme vous le savez, beaucoup d'argent, une grosse présence médiatique, des risques minimums. Je fais ça par intérêt
Voilà, enfin oui, parce que c'est là qu'effectivement qui a gagné. Voilà. Bon, on pourra en débattre après, parce que je pense qu'on discutera un peu. Mais on est sur ce débat qui s'appelle la question la France, l'islam et les banlieues. Hein, voilà. Et moi, comme je vous le dis, j'ai une sympathie pour les musulmans, je suis un nationaliste français, et mon association s'appelle Égalité et Réconciliation. Et ce qu'il faut bien comprendre parfois, parce qu'on a du mal, c'est qu'on se réconcilie toujours avec l'autre. Hein. On se réconcilie avec celui qui est comme vous, c'est pas très difficile. Donc il y a quand même ici dans cette salle, ce qui est intéressant, des gens qui sont plutôt issus de la mouvance nationale, des gens qui sont sensibles à la question de l'islam pour des raisons qui leur sont personnelles, des gens qui se posent des questions. Et ce qui est intéressant, ce qui est l'intérêt de l'association Égalité et Réconciliation dont je suis le président, c'est que c'est une association transcourant, c'est-à-dire qu'elle est composée de gens différents qui, je pense, s'ils se réconciliaient, constituent ce que j'appelle le peuple de France, dans ce qu'il a de plus respectable, de plus intéressant et sans doute de meilleur. Voilà. Mais c'est un travail difficile, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Empire, le système, fonctionne parce qu'il divise le peuple et qu'il pousse, exactement comme dans les cités américaines, les latinos à se tirer dessus contre les noirs américains, il pousse un système des luttes légitimes qui seraient verticales à s'horizontaliser, et notamment en banlieue, à faire que le français chômeur qui a la haine, demain s'en prenne aux musulmans chômeurs également qui a la haine. Comme ça, il n'y a plus qu'après à mettre des barbelés autour, et on regarde les animaux se bouffer entre eux, on peut même faire payer l'entrée, enfin payer le spectacle, vous voyez, avec les caméras, et ça fait un spectacle de violence et de haine, horizontal, inutile, dont pâtissent les gens du peuple, et que regardent, en faisant des commentaires plus ou moins sophistiqués, les gens de la ville, la bourgeoisie, etc. C'est un peu ce qui est en train de se mettre en place de plus en plus en France. Voilà. Donc moi, j'ai cette position intéressante et risquée, d'avoir un pied, un pied du côté des nationalistes, un pied du côté des gens des quartiers, parce que c'est un peu de là que je viens aussi, et donc je tente, de bonne foi, en sachant que c'est risqué, une médiation. Voilà. Et donc pour traiter cette question de l'islam et de la France, je vais vous lire un texte peut-être que vous connaissez, qui circule un peu sur Internet, qui s'appelle « À l'ombre du minaret en flammes », que j'ai écrit pour essayer de créer, pas créer le débat, mais comme ce débat nous a été imposé, parce qu'on a créé un débat qui s'appelle l'identité nationale. L'identité nationale égale la question de la burqa. Donc on a bien compris, ça s'est réduit à ça. C'est vrai que ça fait partie du problème, et que c'est même un des trucs les plus visibles. Mais l'identité nationale, on va le voir, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'à la fois les gens qui parlent d'identité nationale nient d'ailleurs qu'il y en ait une. C'est-à-dire qu'il faut défendre une identité nationale en danger, dont M. Besson nous dit qu'elle n'existe pas d'ailleurs, hein, puisque la France n'est pas une langue, n'est pas un peuple, n'est pas une histoire, mais il y a quand même une identité nationale, ce qui s'appelle de la métaphysique. C'est un peu, vous savez, comme le couteau sans lame dont il manque le manche. Vous voyez, soit il y a une identité nationale, il faut dire ce qu'elle est, et puis d'ailleurs c'est dynamique, et ce qu'elle peut devenir, et ce qu'elle était hier, et ce qu'elle peut être demain, parce que tout change, comme disaient les Grecs, ils font pareil. Soit ça n'existe pas, il n'y a pas de débat. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a un débat qui est strictement sur la burqa pour une question d'identité nationale qui n'existe pas, mais qui en plus doit être fixée pour toujours, par des gens dont on va pouvoir dire à quel point ils sont légitimes tout à l'heure. Hein. Donc je vais vous lire ce texte qui est un texte un peu provoquant et un peu pour lancer le débat, et après, une fois que vous me l'aurez laissé le lire entièrement, je pense que ça vous fera venir des questions, et je vous demande, comme c'est un peu sauvage mais qu'on est très bien élevé, de lever la main et de parler les uns après les autres, dans un jeu de questions-réponses bien argumenté pour essayer de faire avancer les choses. Sachant que moi, je suis dans une médiation, je n'ai pas les réponses. Hein. Les réponses, comme dirait l'autre, si vous n'êtes pas d'accord pour jouer le jeu de la réconciliation, il n'y aura pas de réconciliation, c'est tout. Hein. Et puis moi, à un moment donné, je me sauverai, et puis c'est tout. Mais je vais tenter quand même, voilà. Donc je vais lire ce texte qui s'appelle « À l'ombre du minaret en flammes ». Voilà. Je commence. La critique du mondialisme, c'est la défense de la France. La critique de l'islam radical, c'est la défense de la France. Les Français sont exaspérés par la violence économique mondialiste. Ils sont aussi inquiets de l'arabisation de la France. Marine Le Pen, puisque je m'appuie sur Marine Le Pen pour ce texte, donne donc l'impression de vouloir sauver la France, en s'attaquant beaucoup à la burqa, vous l'avez compris, elle est assez en pointe sur ce combat. Mais comme Milosevic, qui voulait sauver la Grande Serbie plutôt que la fédération yougoslave, ne risque-t-elle pas, dans les faits, de la précipiter dans la guerre civile? Et la guerre civile, n'est-ce pas ce que veut l'empire mondialiste, lui qui prospère partout, en Yougoslavie, au Liban, en Irak, sur les décombres des nations? L'empire qui est à Wall Street, et qui sait que pousser le salarié français paupérisé contre l'arabe,
Quand je dis arabe, je veux dire l'arabe tel que le comprennent les Français de base. Parce que pour un Français, un arabe, c'est un maghrébin, c'est un saoudien, il ne sait pas. Donc moi, j'emploie les mots tels qu'ils fonctionnent pour le peuple. Hein, que vous pourrez après me donner toutes les leçons de sémantique sur la différence entre un maghrébin, un arabe, etc. Voilà. Quand je dis l'arabe, c'est l'arabe tel que le dit le mec du bistrot, c'est-à-dire le maire de Vénissieux de Vanvelin. L'arabe. Hein, d'accord, voilà. Moi-même, je sais ce que c'est, mais je joue au con. Hein, voilà. Voilà. Hein, voilà. Donc c'est l'arabe pour monsieur Gérin. Hein, voilà. Donc l'empire qui est à Wall Street et qui sait que pousser le salarié français paupérisé contre l'arabe lui coûtera moins cher que d'augmenter son salaire, lui redonner un emploi en cessant de désindustrialiser son pays. Qui sait que désigner l'arabe habillé en musulman comme responsable de ses souffrances lui évitera, lui, de passer à la caisse et à la casserole. Et c'est forcément électoralement efficace, puisque là où il y a le plus de Français qui souffrent de la crise économique, c'est là aussi où il y a le plus de musulmans habillés en arabe. Des racailles aussi, élevés à l'idéologie libérale de la maille, des meufs et du bling-bling, comme Doc Gineco et son petit pote Sarkozy Junior, dit Mosset, parce que vous savez que le fils Sarkozy fait du rap maintenant avec Doc Gineco, hein, sous le nom de Mosset. Mais de cela, étrangement, on ne parle plus, ils ne sont pas musulmans. Pourtant, ce ne sont pas les musulmans dans les quartiers qui volent, qui insultent la police et qui taguent. Quant au retour de l'assimilation, je veux bien, mais l'assimilation à quoi? À la France de Sarkozy l'américain, qui fait du jogging avec t-shirt New York Police Department et Ray-Ban? Quelle légitimité a ce faux français pour demander aux musulmans de s'assimiler quand lui et toutes nos élites politiques et culturelles assimilent à marche forcée la France au communautarisme anglo-saxon? Comment oser exiger qu'on en finisse avec le communautarisme quand on va chaque année prendre ses ordres au dîner du CRIF? Ce CRIF, qui après nous avoir dit que le problème en France c'était l'islam, vient de se prononcer pour les minarets. Pour les minarets, le communautarisme et la guerre civile. Plus sérieusement, comment s'assimiler à la culture française en banlieue entre la barre HLM Yuri Gagarin, la médiathèque Robert Schuman, membre du premier gouvernement Pétain, pour ceux qui ne le savaient pas, et le fast-food McDonald's? À la limite, moi aussi, je suis pour que les musulmanes enlèvent leur foulard dans l'espace public, à condition que les juifs commencent par enlever leur kippa. Parce qu'en centre-ville, on ne voit pas de foulard, mais des kippas. Et elles ont réapparu bien avant les foulards. Et même si je vous accorde que ces jeunes barbus de 3 jours, ces jeunes filles à foulard pour la frime et la drague parfois, sont agaçants, plus exaspérants encore sont les manipulations des autres, cette bêtise de tous, musulmans et gaulois, fonçant tête baissée dans le piège à coups de surenchère identitaire. Mais la colère ne doit pas nous faire oublier que l'arabisation de la France, j'emploie encore ce mot tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, est d'abord la conséquence de l'immigration, de cette immigration à marche forcée contre la volonté des peuples, de tous les peuples, français comme maghrébins, voulus par le mondialisme, au point de nous faire oublier d'ailleurs qu'islam ne veut pas nécessairement dire arabe. Alors au lieu d'aller au clash, en jouant le jeu du conflit de civilisation qui est le jeu de l'Empire, ne devrions-nous pas plutôt, nous les nationalistes, par patriotisme véritable, donner la parole aux Français musulmans, à ceux qu'on ne voit jamais dans les médias qui invitent de plus en plus complaisamment Marine Le Pen pour faire le sale boulot, car ce sale boulot, voulu par la classe politique tout entière, de la gauche Caroline Fourest à la droite Alain Finkielkraut, ce sale boulot du ratonneur, il faudra encore que ce soit la droite nationale qui le fasse. La bourgeoisie cosmopolite, elle, veut garder les mains propres. Alors plutôt que de tomber une nouvelle fois dans le piège de l'extrême droite, pourquoi ne pas donner la parole à cette nouvelle génération de Français musulmans qui sont bien plus nombreux que les femmes en burqa? Exiger que cessent enfin de parler à leur place pour si mal les défendre Mélenchon le laïcard, qui croit encore que ce sont les papiers qui font l'appartenance à la nation française. Les juifs allemands aussi, M. Mélenchon avait des papiers en 1933, et ils ont bien dit à Hitler l'Autrichien qu'ils étaient plus allemands que lui. Sur le papier, ils avaient raison, mais ça n'a pas suffi. Que se taise aussi Vincent Peillon, le shoatique, qui regarde visiblement plus vers Yad Vashem que vers Gaza. Les musulmans français, ils s'en foutent de la Shoah, M. Peillon. Ce ne sont pas eux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, c'est la Chambre du Front Populaire. Quant à Julien Drey, l'antiraciste, pour lui, après de 25 ans de nuisances et d'arnaques, la messe est dite. Et même le gentil Ramadan, même lui, l'universitaire suisse, qui laisse aussi parler le musulman français,
pour qu'il puisse dire enfin à son concitoyen gaulois qui souffre et qu'il côtoie lui sur le terrain et dans les quartiers, que l'islam n'est pas nécessairement une religion arabe, mais aussi une religion universelle, que ces valeurs sont aussi des valeurs de résistance au mondialisme qui nous détruit tous, et que s'ils sont de confession musulmane, en tant que Français, ils peuvent être aussi résolument contre l'immigration, le mondialisme et même l'arabisation du pays, qu'ils sont plus encore, contrairement à Cohn-Bendit, l'internationaliste, à Bernard-Henri Lévy, le cosmopolite, et à Besancenot, le métisseur, pour l'indépendance de la France, et même pour une francisation de l'islam. Et que rien dans les 5 piliers de l'islam, rien dans sa théologie ne l'interdit, au contraire. Car si Mohammed, que je sais qu'il ne faut pas appeler Mahomet, on peut parfois le faire sans le savoir, il paraît que c'est injurieux d'appeler le prophète, de l'appeler Mahomet. Moi, je ne le savais pas avant qu'on me le dise. Vous voyez, donc quand quelqu'un dit Mahomet, c'est pas forcément un manque de respect, c'est simplement que pour lui, c'est le nom en français. Quand vous dites Confucius, c'est Lao Tse, bon, voilà, ça existe comme ça. Donc, j'avais écrit Mahomet, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il fallait dire Mohamed. Donc maintenant, je dirais Mohamed, mais bon, j'aurais pu dire Mahomet, parce que Mahomet, ça sonne plus français. Bon, si Mohamed est le prophète arabe de Dieu, comme Jésus était juif, ils se discutent d'ailleurs, mais bon, je veux bien l'admettre, moi qui suis chrétien, Allah, lui, est le Dieu de tous les hommes, et ses valeurs morales sont universelles, contrairement, par exemple, à celles de Philippe Val. Elles le sont beaucoup moins. Il n'y a donc aucune obligation que le musulman français se présente à nous, en babouche, avec coupole et minaret. Le chinois qui se convertit au catholicisme ne se fait pas débrider les yeux. Il ne renonce pas pour autant à construire ses églises ou ses mosquées avec des toits pagodes en respectant l'architecture de son terroir. Pour ceux qui ne le sachent pas, qui visitent ou qui aillent sur Internet, ils verront aussi bien que les mosquées en Chine et les églises catholiques en Chine sont des monuments chinois. Voilà. C'est bien de s'en rendre compte. Voilà ce que les musulmans français, ayant enfin accès à la parole, et non plus les francs-maçons, doivent dire maintenant aux citoyens français de souche, qu'une mosquée n'a pas en France à être nécessairement un monument d'importation orientale. Je parle de son architecture. Que la foi authentique ne se réduit pas à ces signes temporels et contingents, et qu'ils sont donc eux aussi, ils peuvent l'être, surtout si c'est intelligent de l'être, contre les minarets inutiles et autres signes ethniques ou temporels dans l'espace public. Qu'en résumé, ils sont aussi contre le colonialisme. Car le colonialisme, il faut bien savoir que c'est universel. Il y a des gens qui peuvent se sentir colonisés de façon culturelle, vous voyez, par des signes culturels étrangers, et que cette peur leur fait passer à côté de valeurs qui, elles, sont positives et universelles. Donc moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que si on découple la contingence historique de l'arabité des valeurs universelles de l'islam, on a gagné la partie. Et que c'est cette partie-là que nos ennemis ne veulent pas qu'on gagne. Je vous garantis que je le vérifie tous les jours. Voilà. Le dire vite, clair et fort au peuple de France en colère, pour ne pas devenir demain les boucs émissaires de la crise pilotée par Wall Street, savamment relayée en France par le CRIF et Besancenot, comme vous avez pu le vérifier. Je pense qu'on on avait bien vu une fois chialer Besancenot devant. Il est très, c'est comme les acteurs, il sait bien chialer au moment où il faut, chez Ardisson. Il avait chialé devant le patron du CRIF, qu'il avait soupçonné d'antisémitisme, le pauvre petit. Moi, ça me fait chialer quand on me traite d'antisémite. Oh, c'est mon gros problème. Tu vas plus avoir de larmes alors. Donc, de cette crise économique pilotée par Wall Street, savamment relayée en France par le CRIF, et dont Marine Le Pen, à ne pas plus y réfléchir, risque de devenir le prophète. Parce que sur le plan pratique, qu'il y ait loi ou ordonnance anti-burqa, on sait qu'il y aura une loi bientôt, c'est urgent évidemment, hein, la crise est là, comment dévoile-t-on les femmes dans l'espace public? On envoie des petits bleus, les mêmes qui étaient là tout à l'heure et qui n'ont pas bougé d'ailleurs, élevés aux droits de l'homme, arracher des fichus de force dans des lieux de non-droit peuplés de sous-prolétaires très nerveux sur la question du respect, là où même avec un ballon de football, ces mêmes flics ne peuvent déjà plus mettre un orteil. Hein. J'aimerais bien les voir à enlever les burqas des femmes dans les cités chaudes, moi. Les pauvres petits mecs payés 7000 balles avec des uniformes dessinés par Balmain. Je pense qu'ils iront. Vous pouvez être sûr qu'ils iront pas. Hein. Ils ne sont pas assez bien payés pour ça. Vous voyez. Donc, la loi anti-burqa, c'est du flanc, du signe et une déclaration de guerre. Pousser les musulmans humiliés à se radicaliser. Ça n'a pas réussi avec la loi sur le foulard, au moment de la seconde intifada, petit hasard. Alors on y retourne avec la burqa, peut-être avant de bombarder l'Iran. Iran qui, au passage, est musulman et perse. Comme quoi on peut être musulman et pas arabe, vous voyez. Parce que pour ceux qui n'ont pas de culture, les Perses ne sont pas arabes. Hein. Et pas du tout arabes. Mais ils sont très musulmans. Hein. Il y a un certain Ahmadinejad en ce moment qui fait bien le boulot. Hein. Voilà. Ils vont finir par l'avoir, leur guerre civile généralisée, nos mondialistes, pour qui toute nation solidaire et forte est un obstacle au futur gouvernement mondial.
ils vont l'avoir comme ils l'ont eu déjà en Yougoslavie, en Irak, au Liban et en Palestine. Hein. Voilà. Milosevic aussi, au lieu de sauver la fédération yougoslave, a voulu sauver la Grande Serbie. Ça, c'est pour ceux qui veulent sauver la France éternelle. Voilà. Et les Serbes ont eu la petite Serbie, avec la partition du Kosovo. Pour ceux qui s'intéressent au Kosovo, aujourd'hui, il y a un gouvernement musulman au Kosovo, mis de force par les Américains, sans même qu'on ait demandé leur avis aux Kosovars musulmans, qui demain se feront égorger par les Serbes dès que les Russes vont reprendre la main et qui seront chassés en Albanie. J'y étais, j'ai tout vérifié de A à Z, c'est comme ça que ça va finir. Hein. Voilà. Et les Kosovars musulmans, on leur a rien demandé. Rien. C'est l'Oucheka, c'est-à-dire la mafia albanaise, l'armée américaine, les agents anglo-américains sionistes qui ont monté la combine pour nous faire une petite république islamiste en Europe, pour bien foutre la merde, bien monter l'anti-islamisme, et puis bien montrer que le problème, effectivement, en Europe, c'est l'islam. Le problème, c'est quand on va voir de près au Kosovo, qu'on n'est pas Dantec, qu'on n'est pas caché au Québec pour cracher dessus, on voit qu'en réalité, ce sont les Américains qui sont soi-disant en train de nous protéger du danger du terrorisme islamique, qui ont de toutes pièces monté une république islamique au Kosovo, où d'ailleurs ils ont construit avec l'argent des Saouds des mosquées blanches wahhabites, dans lesquelles ne vont pas les musulmans kosovars qui pratiquent un islam turc. Vous voyez, c'est pour ça que quand on va voir, là on voit d'un coup la combine, c'est exactement le contraire de ce qu'on croyait, quoi. Hein. Voilà. Moi, il se trouve que j'y suis allé voir, donc effectivement, j'ai vu que ça ne s'était pas passé comme ça, quoi. Hein. Donc les Serbes ont voulu sauver la Grande Serbie, ils ont eu la Petite Serbie et la partition du Kosovo. Et souvenez-vous là aussi que Bernard-Henri Lévy, Kouchner, Glucksmann le Tchétchène, étaient tous pour les minarets et les musulmans. Il faut remarquer quand même, c'est étrange. Hein. C'est-à-dire que ces types-là sont toujours pour les musulmans, chaque fois que ça peut faire du tort aux musulmans, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Bon, c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Ils sont tous pour les minarets, hein. Il n'y a pas de problème. Ils ont compris que ça énervait les Français, ils sont pour. C'est à ça que devraient penser les Français en colère avant d'emboucher les trompettes de la Reconquista, et au lieu de regarder vers les identitaires hollandais ou danois, tous agents de l'Empire et sionistes, comme pour Dantec, le sionisme est un très bon marqueur, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui on a tout à fait le droit d'être d'extrême droite si on est sioniste. Hein. Le problème c'est juste d'être anti-sioniste. Extrême droite, il n'y a aucun problème si vous êtes extrême droite sioniste. Hein. On le vérifie tous les jours et de plus en plus. Hein. Voilà. On a même un certain Éric Zemmour qui montre assez bien comment, quand on s'appelle passoral et qu'on n'est quand même pas trop ami des musulmans, on peut dire des trucs que si moi je le disais, je serais viré en 24 heures. Ceci dit, Zemmour n'est pas un imbécile du tout, mais on remarque bien quand même qu'aujourd'hui, il y a une parole qui s'est libérée sur certains sujets, mais elle ne s'est pas libérée pour tout le monde. C'est ça qui est bizarre, quoi. C'est-à-dire que Le Pen n'aurait pas le droit de dire ce que dit Finkielkraut ou Zemmour sur certains sujets. Zemmour, lui, a le droit. Pourquoi Il n'est pas sioniste, c'est pas vrai, il n'en parle jamais. Mais bon, on en parlera. Parce qu'il est plus malin que ça, moi, je crois. Voilà, c'est pas Finkielkraut. Hein. Voilà. Donc je dis, c'est à ça que devraient penser et les Français de souche qui rêvent de Reconquista, là c'est un peu pour les identitaires, et aussi les musulmans qui pensent aussi qu'ils font une guerre sainte et qui sont là pour coloniser l'Europe, parce que j'ai entendu des fois aussi des conneries assez graves de ce côté-là. Et je dis que qu'ils devraient plutôt regarder du côté du général Aoun, qui connaît lui la guerre civile, ses dégâts et ses buts et ses causes. Le général Aoun, que j'ai rencontré d'ailleurs personnellement, qui lui tend la main en véritable patriote libanais à Hassan Nasrallah du Hezbollah. Je pense que le mauvais exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple yougoslave de Milosevic, qui est un exemple identitaire qui a amené à la destruction de la Serbie d'une certaine manière, mais que le vrai exemple de résistance intelligente à l'empire mondialiste et à ses manipulations, c'est la réconciliation dont peut-être vous-même n'avez jamais entendu parler, parce que je vous garantis qu'elle est très peu médiatisée, qui est le pacte qu'ont signé les chrétiens maronites libanais du général Aoun avec Hassan Nasrallah et qui constitue le front de salut national libanais, et c'est grâce à ça qu'ils ont vaincu pour la première fois l'armée israélienne sur le terrain. N'oubliez pas ça. Donc il y a vraiment des exemples quand on s'intéresse et qu'on va chercher les informations et la complexité du réel au-delà de la manipulation médiatique. Il y a tous les exemples d'espérer et de vérifier qu'on n'est pas très loin de la vérité.
Ben, je vais vous dire un truc, j'ai l'honnêteté de vous le dire, je ne suis pas musulman, c'est pas à moi de le dire, mais par contre nous, qui ne sommes pas là pour manipuler les musulmans, enfin, parce qu'on ne les prend pas tant que ça pour des cons, ils ne sont pas si faciles à manipuler, par contre ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils pensent qu'on veut faire comme eux. Nous on a donné la parole notamment à Albert Ali, et qui va nous expliquer, puisque lui il est formé, il est musulman et théologien, ce que c'est qu'un théologien musulman. Moi je n'en sais rien, mais je sais par contre ce que c'est qu'un salopard, tu vois, et ce que c'est qu'un honnête homme, parce que j'ai de l'instinct et du vécu. Et moi je tends la main à tout honnête homme, c'est tout. Donc Albert Ali c'est un ami, il est musulman pratiquant, il va m'expliquer ce que c'est qu'un islam français de terroir. Moi j'en sais rien, c'est pas à moi de vous expliquer l'islam. Hein. J'explique pas. Moi je suis pas Maxime Rodinson ou Bruno Etienne qui explique tu vois, c'est toujours les mêmes qui expliquent tout à tout le monde. Comment tu vois l'islam en France? Je pense, moi, que l'islam, si j'ai bien compris, est une religion universelle, que la médiation par l'arabe, comme culture et comme langue, est une médiation terrestre, exactement comme il a fallu que Jésus passe par la médiation de l'ange Gabriel et de la Vierge Marie, mais que si c'est une religion universelle, elle peut s'exprimer dans toutes les langues. Sinon, c'est une religion ethnique. Hein, voilà. Et si elle peut s'exprimer dans toutes les langues, je peux la comprendre parfaitement en français, et que les religions, pour moi qui ne suis pas religieux, c'est un système de valeurs. C'est-à-dire que c'est des commandements qui propose une verticalité de la vie humaine, c'est-à-dire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes, des choses qui sont mauvaises. C'est remettre l'homme debout, pour qu'il se redresse. Et que toutes les religions ont cette dimension positive, surtout quand elles ont duré et triomphé, c'est de permettre aux hommes de mieux vivre ensemble et de s'élever, c'est-à-dire d'être plus que des animaux. Et je pense, moi, que si l'islam a pu, à partir d'une révélation, dans une grotte au VIe siècle, je crois, a pu essaimer sur le monde, à un moment donné jusqu'en Indonésie, c'est que c'est pas juste, comme disait Houellebecq, une religion en couleur de chameau. Parce que, je cite Houellebecq. Hein, voilà. Voilà. Sinon, on peut dire que Jésus-Christ est un petit juif en train de pleurnicher en slip sur une croix. Vous voyez, on peut dire toutes ces saloperies quand on est dans l'irrespect. Vous voyez, ce que je remarque, c'est qu'on a droit aujourd'hui à l'irrespect contre l'islam, à l'irrespect contre le pape et le christianisme. Hein, il n'y a aucun problème. On peut insulter Jésus-Christ tout le temps. Il y a d'autres religions qu'il est très 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 dangereux d'insulter, hein, et qui pourtant ne sont pas les plus respectueuses. Voilà. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un théologien musulman, mais je rêve d'en rencontrer, et je rêve, et surtout, mon travail, ça va être de leur donner la parole. Parce que je pense que si on est face à des théologiens musulmans qui expliquent l'islam de France aux Français, ils auront beaucoup moins peur de ce qu'on leur raconte sur l'islam, et puis on cessera de parler de la burqa, et je pense même qu'il n'y aura plus de burqa. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être des burqas en France contre les musulmans. On sait très bien que les 6 filles qu'ils ont trouvées sont des convertis, et qu'en réalité, on les met à la télé pour faire peur aux Français. Et puis qu'elles se réclament de leur droit, de leur droit démocratique de mettre la burqa. C'est pas de la théologie musulmane, ça. C'est des droits de l'homme. Les droits de l'homme, excuse-moi, ça fait pas partie de l'épistémologie musulmane. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais d'ailleurs, on m'a souvent pas très bien compris, à une autre fille qui a des bons aspects et d'autres moins bons, qui est celle qui s'occupe des indigènes de la République. Voilà. Je lui dis, ce qui est le problème, c'est quand tu insultes un Français au nom des droits de l'homme, c'est nous qui avons apporté les droits de l'homme. Donc si tu refuses la culture française, il faut refuser aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas dans le Coran, tu vois ce que je veux dire. Donc en général, les gens qui t'insultent avec des concepts qu'ils ont pris chez toi, ce sont des colonisés qui s'ignorent, ce sont des soumis agressifs. Soit on est soumis et on est docile, soit on est insoumis et on s'insoumet totalement. Mais insulter un Français et le traiter de colon au nom des droits de l'homme, les droits de l'homme font partie de l'appareillage colonial. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être cohérent. Et à mon avis, ce manque d'intelligence génère de l'agressivité et est très contre-productif, parce que comme je l'ai dit, quand Ouria Boutelja, qui dit des choses très bien par ailleurs sur la Palestine, organise une manifestation à la Goutte d'Or pour commémorer Dien Bien Phu, c'est-à-dire une défaite de l'armée française en Indochine, est-ce qu'elle aide les Français d'origine maghrébine à s'insérer? Ce que je remarque, moi, c'est que les Franco-Vietnamiens, qui eux pourraient commémorer Dien Bien Phu, parce que c'est leur histoire, c'est l'Indochine, ne le font pas, et que comme par hasard, il n'y a aucun racisme anti-indochinois en France. Aucun. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Roselmack aux yeux bridés. Il n'y a pas un Vietnamien à la télé. Parce que les Vietnamiens, qui sont souvent d'ailleurs la diaspora commerçante chinoise, n'ont jamais laissé Bernard-Henri Lévy parler à leur place. Hein, et gérer leurs problèmes d'antiracisme. Et donc, il n'y a pas de racisme anti-indochinois, parce que les spécialistes de l'antiracisme, les Chinois qui sont suffisamment organisés, leur ont dit, laissez-nous gérer nos affaires. Il n'y a pas de racisme anti-asiatique en France. Or, nous avons eu une colonisation de l'Indochine. Ça s'est soldé par une défaite militaire à Dien Bien Phu, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, car nous avons gagné la bataille d'Alger, pour ceux qui ont une culture. Nous avons perdu sur le terrain politico-international, mais pas sur le terrain militaire. Alors, nous avons été vaincus par le général Giap à Dien Bien Phu, et nous n'avons aucune animosité envers les Vietnamiens, ils n'en ont aucune contre nous, et il n'y a aucun Vietnamien de France qui se fait ratonner dans la rue, mais seulement ils ne commémorent pas la défaite de Dien Bien Phu de la France en France.
Ben, vous avez, en associant les deux questions, vous avez perfidement fait le lien. La laïcité n'est pas l'absence de religion qui pourrait nous renvoyer à une certaine Grèce socratique, c'est-à-dire le monde du logos. Si c'était ça, je suis un laïc. Parce que moi je pense que profondément, quand je cherche ce que je suis un grec. Hein. Aristote, Platon, qui après a donné chez nous Pascal, avec du christianisme dedans, voilà, je sais quelle est mon histoire. Ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, c'est en fait la religion de la République. Je dis que c'est une religion au sens que c'est une foi hystérique et violente, et quand on voit Mélenchon parler, on se rend compte que c'est le plus agressif de tous. Hein, c'est-à-dire que la laïcité, c'est les laïcards, et les laïcards, effectivement, c'est les gens qui sont les francs-maçons, qui ont, pour prendre le pouvoir en France, via la Révolution française, détruit ce qui était l'ancienne France, c'est-à-dire la France du roi très catholique, hein, c'est-à-dire la noblesse catholique. Donc en général, un laïc, c'est effectivement un franc-maçon, en général, anti-catholique, hein, et qui tient son pouvoir d'un processus historique dont l'apogée a été la Troisième République. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sur le modèle de Jules Ferry et de Jean Jaurès. Jules Ferry, dont qu'on peut citer, qui est le père de la colonisation, comme vous le savez, et c'est l'histoire de la colonisation de l'Algérie. C'est-à-dire des francs-maçons qui ont voulu apporter à coups de pompe dans le cul les lumières à ces pauvres musulmans, et en disant aux catholiques pour qu'ils acceptent de signer le chèque, parce qu'à l'époque il y avait quand même un fort lobby catholique, vous pourrez en plus les évangéliser. On a échoué sur les deux domaines. Hein, voilà. Mais effectivement, un laïc en France, c'est en général un franc-maçon. Voilà. Et la franc-maçonnerie, c'est une forme de religion, et le symbole de la maçonnerie, c'est le temple de Salomon. C'est le symbole de la maçonnerie. C'est-à-dire que la maçonnerie, c'est une laïcité bizarre qui renvoie quand même à du religieux, hein, et qui ont plus à voir avec l'Ancien Testament qu'avec les évangiles. Vous voyez, l'histoire de la République française depuis la Troisième République est très maçonnique, et c'est vrai qu'on ne le dit pas beaucoup, mais si on veut employer une métaphore, la maçonnerie est le clergé de la République. Mais c'est un clergé occulte. C'est-à-dire que les trois quarts des Français ne savent pas que finalement la République est une religion d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une foi, il y a une croyance, un sens de l'histoire, les lumières, le progrès. Il y a une violence, parce que c'est là qu'on voit que c'est une foi, c'est qu'il y a une violence. On voit Mélenchon quand il parle, il crache des flammes. Alors, vraiment, la laïcité, c'est l'absence de toute foi et de tout fanatisme. Or, c'est un fanatique laïcard. Hein. Et d'ailleurs, son approche de la burqa est très très bête. Il dit, d'après les critères de la loi française, ce qui est d'ailleurs la loi maçonnique, il n'y a pas de problème de la burqa. Ah, oui, oui. Ce qui veut dire d'ailleurs que c'est ces critères de jugement qui sont mauvais parce qu'il y a quand même un problème. Il y a une tension, il y a des manipulations, etc. Il dit selon la République laïque, parce que lui, la laïcité, ça veut dire que la laïcité ne pratique aucune religion et est soi-disant neutre par rapport à toutes les religions. C'est évidemment faux à tous les niveaux. C'est faux historiquement parce que la France est un pays, comme vous le savez, chrétien et catholique. Donc voilà, il y a une histoire. La France n'est pas née en 1789 de façon abstraite, hein, donc il y a une histoire catholique et chrétienne très ancrée, que la laïcité elle-même, c'est le combat pour déposséder l'Église catholique des derniers privilèges qui lui restaient, dont le dernier, c'est la loi de 1905, c'est l'éducation des petits-enfants. Hein. Et la laïcité, ce n'est pas l'ouverture à toutes les visions du monde, et ce n'est pas uniquement se soumettre aux sciences de la nature, c'est-à-dire aux logos grecs, etc. C'est un système de valeurs conquérant et absolutiste, qui est en guerre pour une victoire totale, qui s'appelle les Lumières, les droits de l'homme et l'idéologie du progrès. Et qui est quand même, je dois l'admettre, même si c'est ce dans quoi j'ai été élevé, et ce contre quoi je ne suis pas en lutte d'ailleurs, ce qui a produit le plus de meurtres de masse de toute l'histoire du monde. Hein. On a exterminé de plus grand nombre de gens sur Terre, et d'ailleurs des blancs chrétiens, hein, au nom de l'idéologie des Lumières. Hein. C'est ce qui a produit le plus de violence. Les musulmans n'ont pas tué le 10e de ce qu'ont tué les héritiers des Lumières, c'est-à-dire les francs-maçons français, allemands, anglais, etc. Hein, voilà, donc c'est clair. Donc il y a une incroyable arrogance des droits de l'homme aujourd'hui, car les droits de l'homme, effectivement, c'est cette religion, ça s'appelle comme ça, hein, cette religion maçonnique, etc., ça s'appelle les droits de l'homme. On a tué énormément de gens dans les droits de l'homme, aujourd'hui ce sont les droits de l'homme qu'on martyrise les Afghans, que les Pakistanais, ça a déjà commencé, et les Irakiens, etc. Voilà. Donc il y a une incroyable arrogance, incroyable malhonnêteté, et malheureusement une incroyable stupidité chez les instits et tous ces gens-là, et l'alcoolique qui a refusé de me serrer la main tout à l'heure. Celui, je pense qu'il est même plus marxiste, il n'a pas le niveau, parce qu'il faut dire Marx, c'est du haut niveau. Hein. Il n'a pas le niveau, j'ai vu à sa truffe, donc lui par contre il doit être dans les droits de l'homme. Hein. Et il n'y a rien de plus éloigné d'ailleurs pour ceux qui ont la culture que le marxisme et les droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme, c'est l'enculade bourgeoise. Hein. Je crois que c'est comment il s'appelait, Anatole France qui disait les droits de l'homme, c'est la liberté de tous les hommes, milliardaires ou clochards, de dormir sous les ponts. Je fais partie d'un collectif, je suis obligé de l'assumer,
Et ça s'appelle le destin de l'homme, c'est-à-dire que je suis français de naissance, je suis obligé d'assumer ma francité même face à toi, tu vois, parce que malheureusement, quand on dit les Français, vous nous... Quand un Algérien me dit vous nous avez, il me parle à moi, il me dit vous nous aussi. Moi, j'ai jamais fait la colonisation. Non, mais je suis bien obligé de porter ce nous français collectif. Ça s'appelle de la sociologie, ça s'appelle de l'anthropologie, c'est comme ça la vie. C'est-à-dire que les Allemands, quand il y a un Juif qui rencontre un Allemand, il fait vous nous avez persécuté. L'Allemand il dit moi je suis né en 1964, j'ai jamais rien fait, etc. C'est quand même comme ça parce qu'il continue à payer l'Allemand, il faut le savoir, il continue à payer. Voilà, donc le nous collectif est quelque chose qui existe en sociologie. Et nous devons en tenir compte car c'est une réalité. Il y a des nous, des vous et des ils. Il y a les Français. Et il y a effectivement les Français de souche. Alors il y a plusieurs d'ailleurs degrés. Il y a les Français plus récents. Il est évident que quand on est un Français que depuis les années 60 et qu'on est de religion musulmane et qu'on arrive du Maghreb, effectivement, c'est un degré de francité plus frais, plus récent, comme une peinture qui n'est pas encore sèche, plus fragile, qu'un type dont la famille remonte au XIVe siècle français qui a fait les croisades. C'est une évidence. Mais c'est une évidence que si moi je disais demain, comme certains, j'adore le Sénégal, ça fait 30 ans que je vis au Sénégal, je suis sénégalais, il y aurait peut-être un Sénégalais de souche pour me dire tu n'es pas tout à fait totalement aussi sénégalais que moi, et moi j'aurais eu l'humilité de lui dire bien sûr, mais j'aime ce pays. Moi je vis au Pays Basque, je ne donne pas des leçons de basquitude aux Basques, parce que sinon ils me pètent la gueule, parce que les Basques, c'est comme les Corses, hein. Ils n'aiment pas que les étrangers leur donnent des leçons. Or en France, on est dans un pays étrange où il y a une communauté de gens qui se prétendent d'ailleurs, quand ça les arrange, israéliens, etc., qui nous expliquent que c'est que la France, toute la journée. Voilà. Moi je dis, c'est pas eux nous expliquer ce que c'est que la France, ce qui ne veut pas dire que la France n'existe pas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas tous être français. Je pense qu'être français déjà c'est aimer la France, et on a envie de l'aimer. Et l'aimer pour de bonnes raisons, c'est-à-dire, c'est mon pays, il y a des choses bien dans ce pays, j'en fais partie. Moi pourquoi j'aime la France? Parce que quand je regarde une équipe de sport jouer, que c'est l'équipe de France, j'ai envie qu'elle gagne et je suis un peu malheureux quand elle perd. C'est assez con, quelque part. Mais je suis quand même comme ça. Et quand je vois l'équipe de handball gagner, et que je vois que le jeu à la française est l'addition d'un joueur croate, d'un joueur antillais, etc. Et je me dis, nous on a ce génie-là, les Français, c'est qu'on est capable de faire de n'importe qui vient de nulle part, un bon Français en une génération. On est un des seuls pays à y arriver. Hein. Un Anglais, tu ne deviens jamais Anglais. Les Anglais sont communautaires, tu peux porter la burqa en Angleterre, mais tu resteras toujours un musulman pakistanais qui vit en Angleterre. Tu ne verras jamais un Anglais. Nous, on a ce défaut qui est notre qualité, c'est qu'on a envie que tout le monde devienne français. Et c'est une définition assez ouverte. Mais ça passe quand même par l'amour du pays. Voilà, c'est des mecs qui mouillent, ça s'appelle aimer le drapeau. Quoi, je veux dire, voilà. Et moi, je n'aime pas trop les gens qui disent moi je suis en France, j'en ai rien à foutre, j'aime pas ce pays, c'est de la merde, etc. Je me dis, plus il y aura de gens comme ça, moins ça marchera, c'est tout. Et ça... Bien sûr, c'est une réalité. Mais moi, je ne suis pas... Besançon, il adore ça, lui. Il les préfère. Hein. Il préfère les types... L'autre jour, t'as vu sur l'identité française, il y avait une réunion. Il y a des mecs qui sont venus, des petits gauchistes français, d'ailleurs blancs, parce qu'en général, c'est les plus blancs, les plus français qui détestent le plus la France. Et ils se sont mis à faire semblant de vomir parce qu'il y avait un débat sur l'identité nationale. Et c'est Farid Smaï qui a dit... moi, je vous dis, voilà, la France, quand les touristes chinois y viennent, ils visitent les châteaux de la Loire. Et ça s'appelle le génie français, ça existe. La France, c'est un long processus qui remonte quand même au baptême de Clovis. C'est pas un pays récent, la France, c'est un vieux pays, c'est un des plus vieux pays du monde méditerranéen. Et c'est un pays qui rencontre en ce moment des turbulences violentes, notamment liées à des violences qui sont liées au mondialisme. Parce que même de toute façon, l'immigration dont on parle, qui a été une immigration incontrôlée et mal faite, c'est déjà pour des raisons de capital. C'est M. Bouygues qui disait « Je veux des ouvriers pas chers et je veux qu'ils viennent avec leur famille, pour qu'au lieu d'envoyer l'argent au bled, ils le dépensent ici. » C'est pour ça que je dis que la malhonnêteté, elle a été déjà qu'il n'y a jamais eu d'invasion de la France. Il y a eu un projet patronal, donc jamais choisi par le peuple, mais par les gens, pour des raisons d'argent, et aussi pour des raisons de domination. Parce que malheureusement, on le voit, un peuple métissé est beaucoup plus facile à dominer qu'un peuple ethniquement cohérent. Le vrai problème du métissage, qui est un processus de destruction, il faut le savoir, car le métissage, ce n'est pas le meilleur du Maghreb qui s'allie au meilleur de la France, c'est la destruction de la culture française, de la culture maghrébine, par le mondialisme. Car quand un métis en banlieue, c'est quoi? Ce qu'on appelle le métissage, c'est un type en survêtement, con comme un balai. Si c'était le meilleur de la France et le meilleur de l'Algérie, ça donnerait ce qu'on appelle le jazz Miles Davis, c'est-à-dire le meilleur de l'Afrique, le meilleur de la liturgie protestante et le meilleur de la musique de Bach, ça donne le jazz. Là, c'est ce qu'on appelle réellement du métissage au sens positif. En réalité, ce qu'on appelle le métissage, c'est le melting pot. Le melting pot, c'est la mise en confrontation de deux civilisations par un tiers manipulateur dans le but de les détruire toutes les deux. Et quand tu mets un Maghrébin et un Français en banlieue, tu ne produis pas un Maghrébo-Français. Tu produis un con de sous-prolétaire noir américain des ghettos. C'est pas pour rien que l'Empire mondialiste s'est attaqué au peuple serbe dans les Balkans, car c'était le peuple le plus rétif à la domination. C'est un peuple de guerriers virils qui ne se n'est jamais soumis à personne. Et ils se sont dit, ceux-là, il faut qu'on se les paye. Et le même Empire mondialiste s'est dit, il faut qu'on se paye la France, parce que la France, ça résiste. C'est un truc qui sait dire non à certains moments. Et qui sait dire non avec tout le monde, c'est ça que je veux dire, attention, je veux dire, qui peut dire non avec des Antillais, des Algériens, etc. Mais c'est un modèle d'insoumission relative par rapport à la logique impériale. Et aujourd'hui, Sarkozy a été financé et élu
pour mettre la France à genoux. Et non seulement la mettre à genoux, mais nous opposer, au lieu qu'on s'en prenne à l'Empire qui nous a mis à genoux, qu'en plus on s'engueule entre nous. C'est pour ça que moi je refuse l'engueulade que vous êtes capable de voir créer, car c'est le piège absolu. On ne peut pas s'engueuler, mais il y a combien de Français dans la salle? Levez la main, tous les Français. Les Français? Tous les Français? On est tous Français. Et de toute façon, moi je m'en fous, je suis pas français de tout, je suis savoyard et même à moitié suisse. Je m'en fous, j'aime la France. Et je m'intéresse, comme je m'intéresse aux jeux à la française en football ou aux jeux à la française en handball, je sais que la France produit un jeu spécifique, une manière spécifique qui est liée à sa langue, à sa manière, etc. Ça peut être aussi, il y a un défaut français, il y a une médiocrité française, et il y a aussi un génie français. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis un patriote français, c'est de défendre coûte que coûte le génie français, avec tous ceux qui veulent bien participer, et j'ai bien identifié qui voulait détruire le génie français, et qui voulait y participer. Et je pense que les gens qui sont là ce soir, c'est qu'ils ont compris déjà ce piège. Mais je n'aurais pas dit que vous deviez vous lever avec le drapeau, personne ne met de drapeau aujourd'hui. Simplement, je dis, ceux qui vont élever à haïr la France, à cracher à la gueule aux petits Français avec qui vous vivez dans les cités, etc., nous ont tous manipulés. Ils nous poussent à la guerre civile. Maintenant, après vous avoir dit, vous êtes des génies, vous les métis, c'est Yannick Noah, vous les Noirs, vous êtes géniaux, vous dansez bien, vous jouez bien au football, vous les Maghrébins, vous êtes les victimes de tous les racismes, les méchants Français, la guerre d'Algérie, etc. Ils vous ont pendant 20 ans dit que vous étiez les rois du pétrole, et nous, des ordures, les Français de souche, hein, le sous-chien, comme on dit. C'est pas pour rien qu'ils ont fait le sous-chien, tu vois. C'est pour que je le prenne mal. Tu vois. Mais bon, je le prends pas mal. Bon, et ben maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les mêmes? Ils nous disent, nous, mais nous, on est tous des blancs, occidentaux, juifs-chrétiens. Le problème, c'est les bamboulas et les musulmans. Ils vont nous voir les uns après les autres pour nous montrer qu'on se tape sur la gueule. Et moi je dis, même si je n'aime pas les mecs de banlieue, même si je ne suis pas un fanatique des musulmans, je refuserais d'aller taper sur un mec parce qu'un enculé m'a donné l'ordre qui a d'abord essayé de faire que l'autre me tape sur la gueule, tu vois. J'ai vu la manip, je refuse de tomber dedans, voilà. J'aime bien les musulmans parce qu'on m'a ordonné de les détester, point, c'est tout. Voilà, j'ai voté Le Pen, pourquoi? Pour ceux qui savent, parce que c'est interdit. Voilà, c'est tout, ok? Si on ne réagit pas de manière positive au piège qui nous est tendu, le conflit de civilisation peut devenir réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par la manipulation médiatique, politique, et les agents infiltrés, etc., parce qu'il y a de tout, de pousser réellement à ce que là ça pète, parce qu'on voit très bien qu'il y a des pays comme le Liban, qui étaient des pays qu'on appelait la Suisse du Moyen-Orient, et bien en 1975, la guerre civile a éclaté. Et c'est une succession d'escalades, de provocations, des gens qui achètent des armes, qui donnent des armes à des mecs, des leaders qui veulent exister, des petits malins, on en trouve toujours des petits malins, pour se pousser du col en allant, etc. En Afrique, ça se passe toute la journée, au Congo, partout. Il aurait été beaucoup plus facile qu'on croit de pousser à la guerre civile. Hein, on crée des tensions, on crée des colères, on crée des incompréhensions, on amène du pognon et des armes, on fait monter des leaders, et quand ça commence à tirer, ça tire dans tous les sens, tu vois. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que s'il y a la guerre civile demain en France, ceux qui en prendront plein la gueule seront les musulmans, évidemment. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée française, ça existe, la violence de la France, elle sait aussi s'exprimer parfois, et que les gens qui te disent de toute façon on va se les payer, les fromages, etc., vous voyez bien que là, les CRS, c'est des gentils, c'est des Gaulois, mais le jour où on aura préparé l'esprit des gens par un travail médiatico, etc., à ce qu'ils admettent la pacification des banlieues par la violence, et c'est à ça quelque part qu'on peut amener, parce qu'il faut amener les opinions publiques à l'admettre, cette pacification se fera très bien par les armes, très violemment et très vite. Hein. Il n'y aura pas photo, le match sera perdu très vite par les mecs des cités qui croient que. Parce que ce n'est pas comparable, une armée nationale, etc., qui décide d'engager une attaque, avec des gamins qui bricolent avec des flingues, etc. Il ne faut pas rêver, cette guerre sera perdue. Hein, et je pense d'une façon, elle sera perdue pour tout le monde, parce que le jour où ça se sera passé, le chemin ne sera plus, on ne pourra plus revenir en arrière. C'est une fois qu'il y a eu du sang, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement qu'il y a urgence de procéder à ce qu'on appelle une réconciliation nationale, telle que moi je la conçois, mais je ne suis pas le seul, de dialoguer avec des musulmans qui incarnent des valeurs, non pas des valeurs de combat et de haine et de manipuler, etc., et de faire le travail inverse de ce que fait le travail visiblement de système de plus en plus, parce qu'aujourd'hui on a un gouvernement comme Sarkozy, dont la citation à la haine raciale est pratiquement un mode de gouvernement. Parce qu'on sait très bien qu'en jouant les faux culs comme ils savent très bien le faire, en mettant des burkas toute la journée, etc., l'amalgame se fait, plus le 11 septembre, ce qui n'est pas rien le 11 septembre, le danger islamique, etc., et bien aujourd'hui, tout Français qui regarde la télé, même si c'est pas un méchant, voit le musulman comme un type, t'as vu quand même son regard, machin, il a fait une ceinture de bombe comme un Palestinien, etc. Et malheureusement, ce climat, il est créé volontairement, et il faut bien comprendre que sociologiquement, là où il y a le plus d'inculture, le plus de souffrance, c'est là où sont en confrontation les Français pauvres, et les musulmans des classes sociales les plus pauvres, c'est-à-dire qui viennent du bled, donc qui pratiquent un islam, je dirais, le plus arriéré, parce qu'à Neuilly et au Vésinet, il n'y a pas de problème avec les Saoudiens milliardaires. Hein. Quand on pense aux musulmans, on pense toujours aux Maghrébins pauvres des cités. Hein. Et que malheureusement, nous sommes là pour éviter que ce piège se referme sur nous, car c'est sur nous qu'il se refermera.
Parce que ça pètera où? Ça pètera pas dans les centres-villes surprotégés par la police. Vous avez remarqué que les petits banlieusards, les petits taggeurs, dont je me suis moqué pendant des années, ne sont jamais allés taguer l'Élysée ou quoi que ce soit. Ou même le ministère de la Guerre, ils ont tagué les RER dans lesquels leurs propres parents allaient à 6 h du matin s'asseoir pour aller travailler. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils brûlent? Ils brûlent les voitures en bas de chez eux, ils cassent la gueule aux gens, à la limite au mieux des pavillons d'à côté, mais il n'y en a jamais un qui a eu l'idée de monter une horde pour attaquer les centres-villes. J'ai jamais vu un Ziva dans le 7e arrondissement, etc. Au mieux, ils vont sur les Champs-Élysées parce qu'ils n'ont pas bien compris, mais ils ne vont jamais dans les vrais quartiers bourgeois. Et s'ils y allaient, là je peux vous garantir que la police fait son travail. Parce qu'en réalité, on laisse la situation pourrir là où on a intérêt qu'elle pourrisse. Et elle pourrira là où il n'y a que des pauvres et des braves gens, et donc là où il y a des électeurs du Front National, qui ont raison de voter Front National parce qu'ils ont plein le cul, et là où il y a des maghrébins issus du bled, qui de bonne foi pratiquent un islam qui est plutôt un islam culturel qui représente le patriarcat du Maghreb, et qui est donc en confrontation violente avec l'idéologie post-libertaire française. Donc ça pètera là où il n'y a que des pauvres gens, c'est ça qui est évident. Ça pètera à Neuilly, le Saoudien et le bourgeois qui vote Sarkozy, ils se débrouilleront quand ils se croiseront dans l'escalier, qui est grand d'ailleurs, l'escalier est bien entretenu par la femme de ménage, ils ne se taperont pas sur la gueule. Ils sont toujours au-dessus, hein. Je veux dire, à un certain niveau, il n'y a pas de guerre, hein. Ils sont tous copains. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, on doit faire très attention, car en réalité, c'est en train de venir, cette histoire. Hein. On a vu la Suisse, les minarets, la manière dont c'est médiatisé, il y avait eu les caricatures de Mahomet, on a vu maintenant que c'était l'extrême gauche qui jouait à ce jeu-là, parce que ça aussi, il faut comprendre. Charlie Hebdo qui relaie les caricatures de Mahomet, c'est une campagne qui a été montée par le plus grand journal d'extrême droite danois. Donc aujourd'hui, une certaine extrême gauche anti-islam se sert à exactement le même discours et les mêmes méthodes qu'une certaine extrême droite sioniste. Donc il y a eu des convergences qu'il faut identifier. Aujourd'hui, l'extrême gauche, au nom de la laïcité, est anti-islam, comme l'extrême droite au nom de l'identité européenne blanche. Finalement, c'est une extrême gauche et une extrême droite, et ils sont la main dans la main. Et d'ailleurs, ce soir, on peut imaginer, quelque part, que... ils étaient très contents de nous empêcher d'essayer de discuter, c'est évident. Et on le voit en Hollande, on le voit en Belgique, on le voit un peu en Italie, et en Italie ça commence à péter, il y a des ratonnades, etc. etc. Et quand l'État valide la ratonnade, c'est comme quand les Juifs disaient on est allemand, il n'y a pas de problème, en 1933 on a des papiers, Hitler lui il est autrichien. Quand à un moment donné, parce que ça aussi c'est ce jeu de pareil avec Ramadan pour discuter, lui il dit je veux la loi, l'application de la loi. Mais la loi c'est pas la loi coranique, c'est la loi comme on le sait républicaine, c'est la ratification d'un rapport de force. Les lois, elles changent. Donc le jour où il faudra une loi pour qu'on ait le droit de tirer à vue sur les musulmans, ils la font voter, elle sera votée. Comme on a fait voter, même Maastricht, c'est repassé par Lisbonne. Il faut bien que vous compreniez ça, la loi ne protège de rien, et les papiers, quand tu vas au commissariat montrer que tu es français avec des papiers, que c'est les flics qui ont ordre de t'arrêter, de te déporter, tu vas pas au commissariat pour montrer tes papiers. C'est ce que je veux dire. Il n'y a plus de papiers. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, toutes ces espèces de fausses protections, qui sont aussi des connards, j'aime pas aussi les mélangeants, il n'y a pas de problème, de toute façon on est tous français, on a des papiers. Bien sûr qu'il y a un problème. On a très bien compris que les papiers, c'est pas la nationalité, qu'il y a des tensions. La burqa, il n'y a pas de problème, parce que dans l'espace public, on a le droit de s'habiller comme on veut. Bien sûr qu'en théorie, oui, la loi dit ça, on a le droit de porter une burqa, comme si on a le droit de porter une tenue de carnaval. Mais t'as bien vu qu'ils vont faire passer une loi, et elle va passer, elle est déjà passée d'ailleurs, c'est décidé, ça marginalise et ça diabolise les musulmans, ça les pousse à se radicaliser, les femmes vont extra mettre des burqas pour dire on vous emmerde, vous nous faites chier, il y aura les caméras de journalistes à la gamelle pour bien le montrer, ça fait monter la tension entre Français et musulmans, ça montre que c'est impossible, inconciliable l'islam et la France, que Soral c'est un con, un naïf manipulé par les musulmans ou payé par Ahmadinejad, j'entends déjà ça toute la journée. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est pour ça qu'on doit être hyper balèze dans la fraternité, parce qu'ils adorent qu'on s'engueule, les autres. Hein. Et je peux dire que je suis même étonné ce soir qu'il n'y ait pas un salafiste qui commence à me sortir des phrases parce que j'en ai déjà eu, un mec voilà, qui t'explique en gros que je suis un vendu, parce que je veux qu'il y ait un islam en France, et voilà, enfin tu vois, le mec, parce que le meilleur allié quelque part aussi de ceux qui veulent nous faire l'impôt, quelque part, c'est... Bon, on va dire l'islamo-soumis, ça existe, hein, l'islamo-soumis, en Égypte on le voit bien en ce moment, et puis au Sami, l'islamisme radical. Ça aussi, et comme par hasard, d'ailleurs, c'est lié au wahhabisme, etc. On voit bien que le pouvoir aime bien mettre en scène, d'ailleurs en ce moment ils cherchent des filles à burqa qui disent il n'est pas question que j'enlève, enfin il faut aller les chercher quand même, hein, mais ils adorent ça. Et puis les journalistes disent, ouais, mais on défend leur liberté d'expression, etc. Le but, c'est de faire monter la tension, de faire peur aux Français, de dire, vous voyez bien les musulmans, mais c'est impossible, Français musulmans, ça n'a rien à voir, etc. Et jamais on vous montrera tous ces musulmans que je rencontre, qui sont des Français qui ont bac+8, qui pratiquent un islam sincère et discret, et qui leur permet d'ailleurs, qui leur a permis de sortir de tous les pièges que leur avait tendus la soi-disant immigration géniale de la France, parce que la vérité sociologique, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux en France, issus des quartiers, sont les musulmans.
Il est en train d'émerger de l'islam de France une bourgeoisie. Et c'est pour ça aussi que les autres veulent se les payer. Parce que demain, les musulmans éliront leurs propres représentants, auront leurs propres journalistes, leurs propres médias, leurs propres télés. Et si aujourd'hui les musulmans sont montrés du doigt par une certaine communauté hostile, c'est parce que s'ils ne les baisent pas tout de suite, dans 10 ans, ce n'est plus les cousins qui vous donneront des ordres. Les musulmans sont de banlieue, ceux qui s'en sortent le mieux, qui sont en train de faire émerger une bourgeoisie, et donc qui sont capables de créer de l'emploi pour eux-mêmes, de produire leurs propres médias, et qui demain produiront leurs propres imams. On est d'accord. Et ce jour-là, ils ne se laisseront plus manipuler. Et le jour où ils ne seront plus manipulés, il y en a qui s'inquiètent, parce qu'ils aimaient bien pousser le français de souche contre le musulman. Et ça se joue en ce moment. Ça se joue en ce moment, parce que dans 10 ans, vous aurez gagné. Plus personne, ça sera comme les Vietnamiens, plus personne vous expliquera ce que c'est que l'histoire de la colonisation, comment on doit comprendre le Coran, qui est-ce qu'on invite à la télé, parce qu'on a bien vu quand même que on vérifie qu'une communauté est dominée, parce que c'est jamais elle qui choisit qui elle va envoyer à la télé pour parler en son nom. Hein. Qu'est-ce que vous avez eu jusqu'à présent? Malek Bouti, Harlem Désir. Il y a eu aussi un autre aussi qui était venu, Mohamed Sifawi. Là. Oui, d'accord. Jamais vous n'avez eu droit à avoir un représentant. Le seul qui tient à peu près la route, c'est Tariq Ramadan. Malheureusement, il est égyptien suisse, il n'est pas français. Il y a 6 ou 7 millions de Français musulmans, tu l'as dit. On ne peut pas trouver un Français musulman pour parler de ce que c'est que l'islam à la télé. Jamais il y en a eu. C'est sélection, c'est fait exprès. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, voilà. Combien de temps vous allez tolérer ça encore? Et je pense que plus cette communauté musulmane se structurera de manière intelligente, et comprendra qui sont ses ennemis, et arrêtera de tomber dans les pièges de déclaration de guerre à la France de souche, etc. Ce que malheureusement fait beaucoup Ouria Boutelja, qui a un pied dans le trotskisme et un pied dans le FLN, parce que je sais exactement pourquoi elle fait ça, parce que si elle ne faisait pas ça, elle ne passerait pas à la télé. Mais malheureusement, elle fait du tort aux gens qu'elle prétend défendre. Parce que quand on commémore la défaite de Dien Bien Phu à la Goutte d'Or, alors que les Vietnamiens, eux, ne la commémorent pas, tu vois, les Français, ils voient... Est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle fait en fait? Ben, il faut lui poser la question à elle. Ouais. À moitié-moitié. Qu'est-ce que Besançon a conscience Ah quand si, il... non mais Besançon, oui. Non mais d'accord, mais Ouria, j'ai essayé de lui... J'ai parlé déjà avec elle, je dis, mais est-ce que franchement tu crois que c'est pas contre-productif ce que tu fais, tu vois, de traiter les Français de sous-chiens? Sa réponse, c'est... elle répond pas. Voilà. Et, voilà. Et c'est ça, j'ai dit, il y a moyen de faire mieux, quoi, voilà. Mais c'est pas moi qui vais le faire, moi je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que l'islam, et c'est pas moi qui vais choisir votre représentant. Mais je verrai bien le jour où je vois un type qui représente les musulmans de France, et qui a le niveau, je veux dire, enfin, un mec qui a le niveau. Pour l'instant, je vois qu'on n'en est pas là, et je sais pourquoi on n'en est pas là, parce que c'est pas vous qui les choisissez, les représentants. Alors à un moment donné, il va enfin falloir que vous passiez de l'indigénat au respect. Parce que le maire là, de Vanvelin, il vous traite comme de la merde. Hein. Ce soir, il vous a interdit de discuter avec moi. Pourquoi vous êtes en difficulté aujourd'hui? Je vais finir là-dessus. Parce que on vous a tellement appris à dire merde à la France, par le rap, le machin, on amalgame tout, hein, aujourd'hui. Le mec il dit un arabe, un noir, un machin, pour eux ils appellent ça les boucaques, n'importe quoi, enfin les banlieues. Ils mélangent les Antillais, les Africains, les animistes, les musulmans, les Marocains, les Algériens, ils en ont rien à foutre. Pour eux c'est le peuple des banlieues, hein, vous êtes gris, voilà. Et c'est le gris, mais oui c'est comme ça, le gris c'est celui qui a dit la France c'est de la merde, je la baise, tu vois, nique ta mère. Et les Français malheureusement ils ont entendu ça pendant 20 ans. Et tous ceux qui n'ont pas dit ça, on leur a jamais donné la parole. Mais par contre, un Joe Star, on lui a donné le micro toutes les semaines. Donc on a une pente à remonter. Vous, pour que les Français comprennent que vous n'êtes pas simplement des gris qui disaient « je nique la France », et moi, pour qu'on ne me traite pas de traître, quand je dis aux Français de souche, je connais des tas de types de banlieues qui sont des mecs super, c'est des super Français, c'est une chance. Effectivement, c'est une chance pour la France, ceux-là. Parce qu'ils ont vraiment envie, en plus, de tout défoncer, comme tu le disais. Ils ont envie de bosser, ils sont malins, ils ont de l'énergie, c'est des forces vives. Leur filer le RMI et le chichon, c'est pas la bonne solution. Mais pour ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Parce que sinon, moi, on me traite de traître et de naïf ou de vendu. Enfin, toi, on dit vous êtes un naïf ou un vendu. Et puis quand j'ai dit mais non, il y a lui, il dit oui, mais lui, c'est un marginal, lui, il est bien, mais les autres, non, tu vois. Donc, effectivement, c'est un travail qu'on ne peut faire qu'ensemble, où chacun fait sa part de boulot, mais que si on ne le fait pas ensemble, fraternellement, dans un respect qui n'est pas non plus une soumission ni d'un côté ni de l'autre, hein, on l'aura tous dans le baba. Chaque fois que je fais des réunions comme ça, bon là c'était sur l'islam, mais de toute façon on arrive souvent à ce sujet-là, voilà. Et moi j'ai un public assez mixte, on va dire, ça se passe toujours très bien, parce que même s'il y a 2-3 fois, tu vois, un petit truc, il n'y a jamais eu de bagarre. Et moi j'ai fait des réunions Front National, les banlieues, ça se passe très bien quand on peut parler en direct. L'autre problème c'est toujours les manipulations. Je vous ai lu ce petit texte, dans lequel je pense qu'il y a à peu près tout en germe, les sujets de discussion possibles et imaginables, sur ce sujet complexe et très central aujourd'hui, parce qu'on aurait pu faire une conférence sur la crise économique, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'islam et la France, on va dire, et les banlieues, ce qui est intéressant. Parce que, comme vous avez remarqué, avant, le gros problème, c'était la délinquance des banlieues.
Moi, très tôt, j'ai écrit que finalement, une des solutions à la délinquance des banlieues, c'était la réislamisation. Parce que quand un délinquant de banlieue devient musulman, en général, il s'insère. Il se met plutôt à fonctionner socialement. Donc on devrait plutôt être content de ça, parce qu'il n'y a pas tellement de délinquance musulmane. Or, bizarrement, aujourd'hui, le vrai problème, c'est plus la délinquance, c'est l'islam. Et d'ailleurs, dans cette question-là, on occulte quelque chose, c'est qu'on montre du doigt le maghrébin musulman, mais en banlieue, il y a aussi beaucoup de noirs originaires d'Afrique, qui eux ne sont pas parfois musulmans ou pas. Pour ceux qui connaissent le Forum des Halles, toutes les bandes de délinquantes sont des bandes d'Africains, ou de gens noirs, et ce problème est totalement occulté, et aujourd'hui quand on parle de banlieue, ça c'est un sujet, on met ensemble, comme si c'était la même chose, des musulmans souvent d'origine maghrébine, et des Africains qui sont souvent pas musulmans. Et or, c'est des problèmes différents qui sont aussi des problèmes à l'intérieur des banlieues. Je veux dire, ça ne se passe pas si bien que ça non plus entre ces populations-là. Donc, c'est des sujets aussi où les journalistes ne font pas leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la banlieue, ce sont que des musulmans. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Joe Star n'est pas musulman. Hein. Et même s'il était musulman, il vaut mieux qu'il ne le soit pas. Il ferait beaucoup de tort à sa religion. Hein. C'est ce que je dis à certains types qui seraient islamistes pour faire joli. Il faudrait peut-être mieux pas que tu te déguises trop entre deux séances de vente de chichons, parce que tu fais du tort à ta religion. Remettre sur vêtements, c'est mieux. Voilà. Donc, parce qu'il y en a, hein. Je le sais, je fréquente. Hein. Il y a des filles voilées parce qu'avec le voile, d'un seul coup, elles valent plus cher sur le terrain de la séduction que la fille en string qui est soupçonnée de se faire tourner. J'ai vu ça, il faut le savoir. Il y a aussi aujourd'hui une mode du voile comme argument de séduction, ce qui n'est pas du tout, je crois, si j'ai compris l'islam. Je vois que le voile, c'est pour être discret et pudique dans l'espace public. Quand ça devient une revendication de mode agressive, arrogante et une stratégie de séduction, ça peut devenir un contresens selon le Coran. Vous voyez ? Donc tout est très compliqué, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Et moi, les meilleurs musulmans que j'ai vus, puisque je dialogue avec des théologiens, le recteur de la mosquée de Bordeaux, il est en costume cravate. Hein. Alors que moi, je vois souvent les types, ils te sortent la djellaba, les babouches, parce qu'ils sont musulmans depuis 15 jours. Ils sortent juste de prison pour trafic de drogue. Et ça, tout ça, ça fait un peu du tort, vous voyez ? Donc moi je vous l'ai dit, les meilleurs musulmans et les meilleurs musulmans, c'est pas ceux qui affichent les plus les signes extérieurs d'islamité. C'est plutôt l'inverse. Et c'est d'ailleurs pareil dans toutes les religions. Ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. Chez nous, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Tartuffe de Molière qui raconte ça. Plus un religieux se déguise, plus quelque part il y a des choses à cacher. Hein. Et moi je pars du principe que je ne sais pas ce que c'est que l'islam, je ne suis pas théologien, mais je ferai remarquer des gens qui... Parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup qui m'expliquent que j'ai rien compris à l'islam. Eux, ce sont tous des spécialistes de la théologie musulmane. Et qu'effectivement, l'islam est inséparable de l'arabité, au sens où si c'est traduit, ça ne veut plus rien dire en gros. Donc ça veut dire en gros, ce qu'ils veulent m'expliquer, qu'on ne peut être musulman que si on est arabe, ou qu'il faut être arabe pour être un meilleur musulman, donc quelque part il y a un peuple élu dans l'islam qui sont les arabes, que la langue arabe a un statut unique, etc., de transmission de la foi. Et moi je suis un peu étonné, je dis ça ressemble beaucoup au judaïsme talmudique. Hein. Et moi il me semblait qu'effectivement, que moi je pouvais comprendre les valeurs de l'islam, et qu'elles étaient universelles, et il ne me semblait pas que, d'après ce que j'ai compris, que Allah était juste le Dieu des Arabes et qui parlait qu'une langue. Il me semble qu'en tant que celui qui a tout créé, il était capable aussi de m'expliquer en français comment je pouvais devenir un bon musulman. Parce que si moi on m'explique qu'il faut que j'apprenne l'arabe littéraire du 6e siècle, celui que personne ne parle nulle part, hein, pour comprendre les valeurs de l'islam, là, excusez-moi, si c'est ça la vérité théologique, effectivement l'islam n'est pas une religion française. Et elle ne pourra pas s'implanter autrement que par la force. Mais ça c'est bizarre, parce qu'il y a des soi-disant théologiens qui apparaissent d'espaces bizarres pour m'expliquer ça, qu'il faut qu'on en passe par l'arabité pour devenir musulman. C'est très ennuyeux, parce qu'effectivement, moi, j'ai un très gros respect pour les musulmans, mais j'aime bien les monuments français, j'aime bien la langue française, et si on me dit que je dois porter des babouches, une djellaba, et mettre des portes maghrébines chez moi pour pouvoir comprendre les valeurs universelles de l'islam, c'est que c'est pas universel. Vous voyez, je suis pas théologien, mais j'ai un sens logique. Hein, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vont nous amener sur ce terrain-là. C'est pour ça que je démine. Déjà, au cas où il y aura un salafiste dans la salle, parce qu'il y en a toujours un pour m'emmerder. Hein. Et comme vous le savez, les salafistes, comme les wahhabites, sont les meilleurs amis des musulmans et les plus grands résistants à l'Empire. Vous le savez, ils ne couchent pas avec les Américains, ni avec les sionistes. Ça aussi, il faudra en parler, ce que c'est que l'islamo-sionisme, parce que c'est peut-être le plus gros problème qu'on rencontre, c'est celui-là. Hein. Ceux qui ont tout intérêt à ce que ça se passe mal. C'est qu'il me semble, moi, que dans l'islam, contrairement au catholicisme, ça ressemblerait peut-être plus au protestantisme d'ailleurs, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de pape. Donc moi, tant qu'il n'y aura pas un pape de l'islam, un Benoît XVI qui m'expliquera c'est comme ça et pas autrement, je dirais à celui qui me dit l'islam c'est comme ça, tu penses que c'est comme ça. Mais il y a aussi une autre autorité qui, elle, dit que ça peut être aussi comme ça. Enfin, une interprétation un peu différente.
Voilà. Et il y a, comme vous le savez, débat, c'est très complexe comme partout. Et l'islam ressemblerait plutôt, pour ceux qui ne le savent pas, chez les nationalistes, au protestantisme tel que le pratiquent les Américains. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chapelles qui sont à égalité, et il n'y a pas d'instance supérieure, on va dire, qui dit la loi définitive. Donc par exemple, Tariq Ramadan peut dire voilà comment j'interprète la chose, mais il y aura un type pour dire je suis pas tout à fait d'accord, etc. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a débat. Donc s'il y a débat, ça veut dire qu'il y a démocratie quelque part et qu'il y a ouverture. Donc justement, parce qu'il n'y a pas de clergé, une totale verticalité dans l'islam, sauf peut-être dans l'islam chiite, mais qui est minoritaire et qui est une autre question, ici on est plutôt avec des sunnites, et bien justement ce qui est bien, c'est qu'il y a débat parce qu'il n'y a pas une autorité qui dit la vérité une fois pour toutes et définitive. Donc je fais exprès de le dire déjà pour préparer un peu le débat, pour les gens qui ne connaissent pas bien, mais moi je vois que je pose déjà toutes ces questions, hein, et je vois ce que je prends dans la gueule. Mais c'est plutôt dans l'islam sunnite qu'il n'y a pas de verticalité. Oui, mais l'islam sunnite c'est 85% Oui, de oui, l'islam, bien sûr. et en Oui, France, oui, bien sûr. c'est l'immense majorité des Ah, musulmans. Même en France ou même partout dans le monde, hein, il y a plus de sunnites que de chiites. C'est une manière de lancer le débat. Donc là, parce que moi je me pose cette question, est-ce que je peux comprendre l'islam en français? Voilà. Est-ce que je peux être un bon musulman sans apprendre l'arabe? Voilà, parce que les Français qui sont inquiets, c'est ça qu'ils pensent. Ils pensent que les musulmans de France, ça ne va pas être des Français qui pratiquent une religion universelle qui peut s'exprimer par les médiations de la France. Ils pensent que ça veut dire à un moment donné que des femmes voilées, des babouches, la pâtisserie, on va cesser, il n'y aura plus de la pâtisserie tunisienne et orientale. Et puis ils disent quand même c'est un peu sucré, je voudrais pouvoir continuer à manger des choux à la crème, le baba au rhum. Enfin, c'est un peu ça qui fait peur. Il faut comprendre pourquoi les gens ont peur. Parce que pour eux, un musulman, c'est un colonisateur qui veut imposer une culture orientale à la culture française. Or, malheureusement, il y a aussi sans doute des gens qui croient ça même de l'autre côté, mais moi il me semble que si l'islam est une religion universelle, elle peut s'exprimer, et c'est d'ailleurs l'histoire de l'islam, il me semble qu'en Indonésie... Mais quand on parle de l'islam aussi, moi je vois que les musulmans en France, qui viennent d'Algérie, du Maroc, la grande majorité ressemble pas, c'est pas des musulmans pratiquants en fait. Comme tu disais par rapport... Parce que l'islam est aussi une culture. Oui, moi je suis catholique, mais parce ce que je suis français. Qu'ils mettent des Nike, c'est plus une américanisation comme en France. C'est évidemment parce que le sujet est beaucoup plus compliqué, et c'est parce que les médias jouent un jeu de réduction et de radicalité, volontairement à mon avis, soit idiote, soit malhonnête, je ne sais pas, qu'il y a un gros problème en France. Et je pense que si, j'en suis persuadé parce que je l'ai vérifié 1000 fois, un dialogue s'instaure, même entre les Français les plus patriotes, les plus attachés à leur terroir, et des musulmans honnêtes qui ne sont pas des agents de gouvernements étrangers ou des types payés pour foutre la merde, très vite ils comprennent qu'en réalité il n'y a pas de problème. Le problème est ailleurs, c'est plutôt des problèmes de... Nous déjà dans les quartiers populaires on le vit tous les jours, parce qu'on se rend bien compte qu'on a des amis qui viennent en... Il y a très long... Excuse-moi, si nos instances dirigeantes venaient des quartiers populaires, ça serait... Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Donc moi je lance le débat un peu comme ça, j'ai éliminé 2-3 sujets. Je suis malin maintenant, pour ne pas les prendre trop frontalement dans la gueule, parce que je suis courageux mais quand même organisé, je suis ce qu'on appelle un battant organisé. Donc maintenant si vous voulez lever la main et poser des questions très pertinentes, c'est le moment. En fait, il y a eu une guerre civile au Liban qui a été très violente et qui était une guerre civile communautaire, donc on sait que ces choses-là peuvent arriver, peut-être pas demain, mais je veux dire des pays qui ont été détruits par des guerres civiles ethnico-religieuses. Il y a la Yougoslavie. Il y a failli y avoir la Russie, avec l'affaire tchétchène. Il y a eu le Liban qui a souffert terriblement. Et il y a eu dans une première époque où les chrétiens maronites, qui étaient la tendance des Jaja et des Gemayel, qui ont été sionistes, anti-musulmans, en pensant que finalement ils incarnaient le monde judéo-chrétien. Et finalement aujourd'hui, les chrétiens maronites, parce que les chrétiens du Liban sont maronites, hein, ont compris que finalement, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, moi j'écoute ce qu'on me dit, hein, eux ils ont 20 ans, 30 ans de présence et de conflit, que leurs pires ennemis étaient finalement Israël, et que finalement, aujourd'hui, pour sauver le Liban, il fallait faire un pacte de fraternité entre chrétiens maronites et musulmans, je veux dire, respectables, parce qu'il y a de tout chez tout le monde, et qui sont incarnés au Liban par Hassan Nasrallah. Et cette alliance fonctionne très bien, à tel point que l'empire mondialiste a tout fait pour empêcher qu'ils prennent le pouvoir, en les menaçant même de sanctions, etc., pour qu'ils n'arrivent pas au pouvoir. Donc ils représentent la coalition majoritaire, mais maintenus en dehors du pouvoir par la communauté internationale. Ça veut dire que c'est la communauté qui règne à l'international, hein, ça veut dire ça la communauté internationale. Hein. Et pour que cette réconciliation nationale ne se fasse pas. Alors elle se fait effectivement, mais ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir. Et
Et en réalité, ce que m'a expliqué Aoun, c'est que effectivement le Liban pourrait être l'exemple d'un pays prospère au Moyen-Orient, multiconfessionnel et national. Et en réalité, ça serait l'exemple que ça pourrait aussi marcher pour Israël, qui pourrait aussi devenir un pays multiconfessionnel prospère. C'est-à-dire cesser d'être un pays d'apartheid, hein, où il faut définitivement qu'un gagne contre l'autre absolument, tu vois, c'est-à-dire que tout l'un ou tout l'autre. Et que donc, Aoun a compris que finalement, le Liban était un exemple qui devait cesser d'exister parce que c'est une solution possible. Si c'est possible au Liban, ça peut être possible en Israël. Et qu'en fait, le sionisme radical avait une volonté et un intérêt à ce que ce Liban multiconfessionnel n'existe pas et à ce qu'il s'écroule par la guerre civile et qu'il n'existe que le conflit de civilisation. Voilà. Et que finalement, le pire ennemi des chrétiens maronites, c'était les sionistes et pas les musulmans. Voilà. Et voilà, bon. Et ils ont fait ce constat après s'être beaucoup trompés. Hein. Je vais poser une question sur ce que tu as dit là, judéo-chrétien. Pourquoi on dit judéo-chrétien? Soit on est juif, soit on est chrétien, soit on est musulman. On ne peut pas être les deux à la fois. Judéo-chrétien, c'est un terme, je crois, qui est une association de mots qui est apparue au XIXe siècle, Oui. et qui fait croire en gros que le judaïsme et le christianisme, c'est le même monde. Alors qu'en réalité, ce qui est d'ailleurs devenu une vérité théocratique depuis Vatican II. Puisque depuis Vatican II... Pas longtemps, quoi. Oui, depuis Vatican II, qui est considéré comme une hérésie par les gens, je crois, qui ont bien lu les évangiles. Avant Vatican II, on priait, on disait que les juifs étaient déicides. On priait pour leur conversion. Ah ouais, d'accord, pour la Ce conversion. qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est venu pour accomplir la nouvelle alliance, qui est le dépassement et l'abolition de l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'il fait passer l'élection des Juifs à l'élection à tous les hommes du monde entier. Hein, donc les Juifs, qui sont une avant-garde révolutionnaire de la foi, sont désinvestis de leur mission d'avant-garde par la prise du pouvoir définitif de la foi. Donc Jésus vient abolir, c'est-à-dire qu'à partir de Jésus, on est tous juifs. Voilà. Ah ouais, ok. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de juifs. En gros, c'est-à-dire que nous sommes tous des élus. Hein, c'est ça veut dire, ce qu'il veut dire. Voilà. Et ça, jusqu'à Vatican II, ça veut dire qu'il ne pouvait pas. La nouvelle alliance abolissait l'ancienne alliance. Aujourd'hui, pour des raisons plus politiques que théologiques, car c'est indéfendable théologiquement, le Vatican, pour ne pas avoir d'emmerde, admet que la coexistence de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ça veut dire que Jésus admet les juifs, mais les juifs, eux, n'admettent pas Jésus. Bah oui, Pour eux, c'est jamais qu'un rabbi apostat, fils d'une putain et d'un soldat romain. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu étrange, c'est que nous, on est obligés de respecter des gens qui prétendent être le peuple élu, alors que Jésus nous a dit que nous étions tous des élus, hein, et eux, pendant ce temps, continuent à chier sur le Christ, comme jamais l'islam ne se serait permis de traiter Jésus. Car si Jésus n'est pas le Messie pour l'islam, il est quand même un prophète et honoré avec Marie, Abraham et toute la ligne des prophètes. Ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est ce que je dis même quand je parle avec des catholiques traditionnalistes, je veux dire, dans l'échelle de la haine du Christ, c'est incomparable entre le statut de Jésus chez les musulmans est incomparable avec le statut de Jésus dans le judaïsme. Je parle du judaïsme talmudique, puisque il y a un judaïsme d'avant Jésus-Christ et un judaïsme d'après Jésus-Christ. L'Empire, c'est ce qu'eux-mêmes appellent le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire le monde capitaliste occidental. Comment? C'est flou. Eh ben, quand George Bush dit le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose dont le pouvoir aujourd'hui est aux États-Unis, sans pour autant que ce soit le peuple américain. Hein. Je pense qu'il y a autant de différences entre le peuple américain et le pouvoir américain qu'entre Sarkozy et moi, en gros. Mais l'Empire, ça existe. C'est quelque chose qui, à mon avis, a commencé dans son projet avec les pères pèlerins, hein, c'est-à-dire l'arrivée des colons venus d'Europe en Amérique, et qui ont décidé de conquérir le monde par la liberté du marché et la puissance de la banque, et qui ont donc dépassé le projet de l'Empire anglais, si on veut là. Et ce projet s'est accompli lentement et sûrement par la destruction d'ailleurs de l'Europe et de sa bêtise par des guerres mondiales, puisque finalement ce qui a permis le leadership américain, c'est les 2 guerres mondiales successives qui sont essentiellement des guerres d'extermination entre 2 peuples chrétiens d'Europe qui s'appellent les Allemands et les Français, ce qui prouve qu'il ne suffit pas ni d'être chrétien ni d'être musulman pour être fraternel, car les musulmans ont surtout tué des musulmans dans l'histoire, pour ceux qui le savent, et les chrétiens ont surtout tué des chrétiens. Hein, voilà. Il faut le savoir, donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous dit. Voilà. Et donc l'Empire, c'est ce capitaliste financier à vocation d'hégémonie mondiale, piloté essentiellement des États-Unis, par une oligarchie dont les 3 têtes seraient en gros le Congrès, la Réserve fédérale américaine et Hollywood. Hollywood pour la propagande, la Réserve fédérale pour la production d'une fausse monnaie qui permet de tout acheter, qui s'appelle le dollar, et le Congrès qui est finalement la convergence de ces 2 influences idéologiques pour faire passer les lois.
et ça s'appelle l'Empire mondialiste. Et aujourd'hui, on n'est pas paranoïaque ou complotiste quand on le dit, puisque depuis 20 ans maintenant, et la chute définitive de l'URSS, ce nouvel ordre mondial affiché, qui d'ailleurs est porté par une caste qui s'appelle eux-mêmes les néoconservateurs, et dont l'idéologie, la théologie est d'être des chrétiens sionistes, justement, puisqu'on revient à ta question, eux se réclament d'ailleurs des judéo-chrétiens. Le judéo-christianisme existe, c'est ça, c'est les juifs et les protestants. Mais ça exclut les catholiques, il faut le savoir. Nous, les catholiques, ne sommes pas judéo-chrétiens. Hein. Le judéo-christianisme existe, effectivement, ça s'appelle le cercle de la Bible, c'est le monde de l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament est le livre sacré de qui? Des juifs et des protestants. Nous, catholiques, c'est les évangiles, c'est le Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a pas rien à voir, mais ce n'est pas le même monde. C'est-à-dire que nous admettons les écrits bibliques, c'est-à-dire le Pentateuque, qui s'appelle la Torah, le Pentateuque, la Bible, c'est la compilation de 5 textes. D'ailleurs, c'est un montage écrit en plusieurs langues, apocryphe, bref, c'est pas un problème. Mais nous sommes la religion, car je suis quand même catholique et j'ai été élevé au collège Stanislas, chanteur au petit chanteur, et je connais bien le catholicisme. Nous sommes la religion, d'ailleurs non pas du livre, c'est les juifs et les protestants qui disent ça, et les musulmans qui se trompent, nous sommes la religion de l'incarnation. Hein, nous ne sommes pas la religion du livre, l'incarnation. C'est Jésus-Christ. Et nos valeurs, c'est l'acte des apôtres et les évangiles, qui sont 4 textes plus 1, voilà, hein, et qui témoignent de la vie et de la passion du Christ qui est venu pour amener le message de la Nouvelle Alliance et pour dépasser justement l'ancienne alliance. Et donc nous ne sommes pas judéo-chrétiens, car il y a autant d'opposition entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre le Christ et le judaïsme, qu'il y a d'opposition en France entre la période du roi et la Révolution française. Jésus-Christ, c'est exactement le marqueur qui correspondrait en histoire à la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a la France a toujours existé, mais il y a la France d'avant Louis XVI et la France d'après Louis XVI. Et bien c'est pareil. Dans le monde, on va dire monothéiste pré-islamique, il y a un marqueur au milieu qui est Jésus-Christ, et il y a avant qui est le monde de l'Ancien Testament, et après le monde du Christ. Et ce monde du Christ, c'est le monde de l'égalité, de la fraternité, qui correspondrait beaucoup à l'idée républicaine, quelque part, si on voulait faire des transpositions. Alors que l'autre, c'est un monde avec des élus, des nobles. C'est-à-dire des gens qui sont intrinsèquement au-dessus des autres, qui seraient comme une aristocratie. Et nous, qui sommes là d'ailleurs, c'est pas un hasard, puisque toi tu es ancien de l'Action française, toujours membre de l'Action française. En réalité, nous sommes d'un monde assez étrange. Donc il est royaliste. Donc nous sommes du monde français catholique. Et français catholique, c'est très anti-impérialiste, à 2 niveaux. Parce que la France, pour ceux qui ont vu les conférences de M. Asselineau sur Internet, est un pays qui a toujours résisté aux empires, que ce soit l'empire anglais ou l'empire allemand, et que c'est un peu De Gaulle, quoi. On a toujours été une espèce de 3e voie, une autre solution, avec quelque chose qui s'appelle l'universalisme français. Et donc nous sommes doublement en tant que Français catholiques des gens qui ont vocation à toujours être des résistants à l'Empire, et des gens que les empires, que ce soit l'Empire anglais, allemand ou américain aujourd'hui, veulent soumettre. Et d'ailleurs avec la France sarkozyste, l'histoire des 30 dernières années, c'est la soumission de ce peuple français insoumis à la logique impériale, et qui est toujours une soumission française, latine et catholique, parce que la France est un pays européen et latin, hein, au monde thalassocratique, anglo-saxon, judéo-protestant. Il faut comprendre les niveaux de lecture. Et c'est pour ça que nous, comme on est intelligents et cultivés, les musulmans ne sont pas nos ennemis, car en fait, je dis, un catholique est aussi éloigné d'un musulman que d'un protestant, selon les critères de réflexion. Et sur certaines valeurs, il peut se sentir beaucoup plus proche d'un musulman que d'un protestant. Et de prétendre que les catholiques et les protestants seraient la main dans la main, avec les mêmes valeurs contre les musulmans, est un mensonge théologique, politique, sociologique et géopolitique. Alors je connais bien Choprade, il ne souscrit pas du tout à l'idée du choc des civilisations. Il faudrait le relire. Hein. Oui, mais tu l'as pas lu, tu as vu que la couverture. Je veux dire, Choprade ne croit absolument pas au choc des civilisations. Il vient de se faire virer de l'école de guerre parce qu'il a mis le doigt sur le montage du 11 septembre. Et par contre, Choprade n'est pas un pro-musulman. Il pense que l'alliance majeure qu'il faut avoir, c'est avec les Russes et les orthodoxes. Ben, c'est valide comme arme de guerre. Hein. La lutte des classes aussi, c'est valide. Mais c'est pas pour ça que c'est la solution au problème du monde. Voilà. Le choc des civilisations, c'est la théorie des néoconservateurs. Et c'est une idéologie qui dit aujourd'hui, il y a l'islam face au monde judéo-chrétien. Ce n'est pas du tout l'analyse de Choprade. Toute l'histoire du monde, c'est les chocs de civilisation. Hein. Il y a des civilisations et des civilisations qui sont en concurrence, en choc, etc. Mais le problème de la théorie du choc des civilisations, ça s'appuie sur un livre qui s'appelle d'ailleurs Culture et Carnage. C'est toujours les plus mauvais, c'est les Américains qui veulent faire de la géopolitique et de la philosophie, qui te dit que depuis la bataille
du Thermopyle, la taille 300, il y a deux conceptions du monde. Il y a la conception finalement qui amène à l'American Way of Life américaine, en passant par les Grecs et je sais pas trop quoi, et le despotisme finalement oriental, qui finalement est Ahmadinejad. C'est-à-dire que pour lui, tout est l'accomplissement ou la répétition de ces deux modèles éternels et transhistoriques. Pour moi, un mec qui fait ça, c'est pas un mec qui pense. Hein, voilà, c'est tout. C'est comme quand il y a des gens pour me piéger qui me disent « Est-ce que tu n'es pas d'accord avec la phrase de De Gaulle, que tu peux peut-être citer, la France est un pays de religion catholique, de race blanche, etc. » Je dis, Charles de Gaulle a parfaitement raison de dire ça au moment où il le dit. Le problème, c'est que depuis, il y a eu la colonisation, la décolonisation, le regroupement familial, et puis il se trouve qu'aujourd'hui, la France, c'est effectivement un pays gréco-romain de race blanche et de religion chrétienne, qui a sur son sol 7 millions de musulmans que nous avons fait venir nous-mêmes, et qui ne nous ont pas envahis avec des fusils, et qui sont des Français, hein, et qu'est-ce qu'on fait? Au nom de la France éternelle, on les rejette? Ça veut dire que la définition de la France évolue. Et il se trouve que nous sommes dans une période d'accélération de l'histoire. C'est pas la première fois, parce qu'il faut bien savoir que les comme Besson qui disent la France est un pays de métis, sont aussi des menteurs. La France a été un pays celte qui à un moment donné a subi des invasions très brutales et très resserrées. L'invasion romaine, nous avons été soumis par les Romains et nous sommes donc des Gallo-Romains, puis l'invasion barbare, qui effectivement sont les Germains, ce qui fait que nous sommes des celto romano-germain. Et puis à un moment donné, cette celto-romano-germitude est restée stable jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et puis au XIXe siècle, avec l'accélération historique de la révolution industrielle et ses brassages, il y a eu d'un seul coup des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Polonais qui sont venus. Et donc il y a eu à nouveau une période de métissage. Ce qui veut dire que la France n'est ni un pays qui a vocation à être métissé, on ne sait pas pourquoi, ni un pays qui a vocation à chercher quelle est sa pureté originelle, raciale, en essayant de remonter jusqu'à l'homme de Néandertal, s'il le faut, parce que la pureté, c'est toujours avant. Moi, j'ai demandé à les mecs, c'est quoi la vraie France? Des mecs un peu, tu vois, à l'extrême droite, il y en a, ils remontaient jusqu'à Philippe le Bel. Après, c'était que des vendus, quoi. Même Louis XIV. Le problème, c'est, quand on pense que la vérité, c'est remonter le plus loin dans le passé, même le musulman est coincé. Hein, voilà, parce qu'il y avait avant le 7e siècle, il y avait des trucs, enfin voilà. Donc en réalité, il se trouve que la France est un pays dynamique, qui subit des choses que son peuple ne choisit pas toujours. Je n'ai pas choisi le regroupement familial, et je le dis en mon âme et conscience, j'aurais été contre si j'avais pu. Il se trouve qu'aujourd'hui, il a eu lieu. Nous avons quelque chose d'intéressant qui est un grand espace francophone. Nous avons sur notre territoire des millions de jeunes pleins d'énergie et de volonté qui vivent pour l'instant du RMI. Je serais très content qu'ils rejoignent les forces productives du pays, plutôt qu'on en fasse à la fin, qu'on mette des miradors et qu'on en fasse des eaux avec du RMI, de la drogue et des fusils mitrailleurs. Je veux dire, parce que simplement j'aime mon pays. Voilà. Et je ne dis pas que j'adore les musulmans et que j'adore qu'il y ait des noirs plein la France. Je dis que ces gens-là ne nous ont pas envahis militairement, c'est nous qui les avons fait venir, qui sont français, et qu'il faudrait être un mauvais patriote pour vouloir déclarer une guerre civile en France en pensant qu'on va revenir à la France blanche de... On peut choisir, ça peut être la France blanche du 19e siècle où il y a quand même des Polonais, des Espagnols et des Portugais, mais on peut, si on ne veut pas non plus des Polonais, et qu'on veut que des Auvergnats et je sais pas quoi, on peut revenir plus tôt, on peut même chasser les Bretons qui sont pas très, à l'époque n'étaient pas français. Moi je suis savoyard, je suis français après les Antillais, voyez. Donc c'est pour ça le problème de ça, à quel moment la France est pure, c'est une absurdité métaphysique. Ce qui ne veut pas dire, comme Besson, que la France a vocation à être une espèce de supermarché du métissage, où on fait venir le plus possible de nazes qui n'ont rien à faire ici, qui détestent la France, qui ne parlent pas la langue, et qui viennent ici pour se faire soigner grâce à la couverture, ce qui est en train de détruire la sécurité sociale. Voilà. Ça, c'est partir dans le n'importe quoi à la maison Snow. Voyez. Donc à un moment donné, simplement essayer de réfléchir intelligemment ce que c'est que la France, qu'est-ce qui nous est offert comme solution par rapport aux problèmes qu'on rencontre et que nous ne choisissons pas. Je n'ai pas choisi la France de la mixité actuelle, mais je vois que ça peut avoir il peut y avoir une issue positive et une issue négative à cette période. Et comme j'aime mon pays, je veux plutôt une issue positive que la destruction du pays. Et il y a des gens qui rêvent de la destruction de la France. Notamment, on parlait de l'impérialisme. L'impérialisme intéresse que la France ne soit pas un modèle alternatif ni un point de résistance. On voit comment de la première guerre du Golfe, de la deuxième guerre du Golfe, c'est la France qui a bloqué. Au moment de Maastricht, c'est la France qui a bloqué, et que la France est souvent un pays rebelle et un modèle civilisationnel alternatif, notamment au monde anglo-saxon, judéo-chrétien, et d'ailleurs aussi une alternative au monde musulman. C'est vrai que s'il y a 3 modèles aujourd'hui, on peut dire qu'il y a le monde anglo-saxon du capital et de la marchandise, il y a le monde musulman de la Houma, et puis il y a aussi l'universalisme français, qui était un truc qui a beaucoup marché, puisque toutes les nations, même y compris la nation algérienne, sont fondées sur le modèle français en réalité. Hein. On imite souvent, c'est la dialectique de Hegel. Hein.
Je crois que rien n'est impossible pour qui a de la bonne volonté. Et je ne crois pas, moi, qu'un musulman soit quelqu'un de mauvaise volonté, par définition. Sinon, il y aurait quelque chose une trahison de l'esprit. Et moi, je crois toujours à la supériorité de l'esprit de la foi sur la lettre de la foi, il me semble. Sinon on tombe dans le talmudisme. Hein. C'est-à-dire qu'un homme pieux, c'est un homme qui démontre son respect de la religion par la respectabilité qu'il déploie dans ses actes, et pas forcément parce qu'il a une meilleure courbure de l'échine quand il prie sur le tapis, et qu'on se dit quand même il a la tête un peu plus baissée que les autres. Ça, c'est ce que chez nous on appelle la tartufferie. Et moi, il me semble que dès lors que des gens de bonne volonté, qui ont été élevés dans des valeurs, car je crois que toutes les religions sont des systèmes sociaux positifs, parce qu'ils permettent à la communauté humaine de sortir de la sauvagerie, de l'égoïsme individuel, pour aller vers la communion et la fraternité organisée. Et si l'islam a existé depuis des siècles, c'est qu'il est un modèle de fonctionnement social qui marche. Sinon, il aurait disparu, ça c'est de la sociologie. Et donc, moi, ce que je disais d'instinct dès le départ, c'est que peut-être la réislamisation des jeunes de banlieue qui, venant du Maghreb, étaient passés par l'idéologie libérale, même s'ils n'avaient pas identifié, car le rap, c'est l'idéologie libérale, hein. C'est la consommation, le sexe, etc., était un moyen de devenir des Français en 3 temps, parce qu'en retrouvant des racines et des valeurs, ils permettaient de sortir d'une névrose sociale et d'une crise, qui leur permettait finalement, dans un 3e temps, de devenir de bons citoyens français. Parce que je pense qu'il faut toujours penser dans la durée. Je pense que la réislamisation peut être une période nécessaire pour arriver à la citoyenneté française, bien compris comme ça. C'est une analyse sociologique subtile. Alors qu'en réalité, par la délinquance, on n'arrive jamais à rien. Et moi, j'ai remarqué chez les amis que j'ai rencontrés, que des types qui sont passés de la délinquance à un islam, non pas un islam délirant, extrémiste et suicidaire, l'islam n'est pas une religion de mort, hein, ça aussi je le dis pour certains qui m'ont dit que le but de l'islam c'était de mourir, le djihad pris dans son acception guerrière et non pas spirituelle. Ce n'est pas une religion de mort, l'islam. Hein. Le but, c'est de ne pas produire que des martyrs. Hein. C'est aussi de produire des pères de famille, et des éducateurs, etc. Bon, voilà. Et que les femmes puissent faire des enfants et les élever. Voilà. Et en fait, avec le temps, il y a toujours moyen, je crois, moi, d'arriver à une solution qui corresponde. Un problème, c'est qu'on est dans une période où on a peu de temps pour réagir, et ce qu'Albert Ali a parfaitement compris, c'est que si nous ne trouvons pas, non pas des solutions, mais créer le dialogue intelligent, qui soit un dialogue et non pas un combat, on sera tous perdants très vite. Et en réalité, nous n'avons plus de temps. Ce que Albert Ali a parfaitement compris, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps avec ces 25 dernières années, avec les errances de SOS Racisme, machin, etc. Et là, nous sommes à une période charnière, intéressante, où soit on arrive à créer ce dialogue entre gens de bonne volonté, on va dire toi et moi, et pas Julien Drey avec un salafiste qu'ils auraient choisi eux-mêmes avec une grande barbe et un couteau quelque part, parce qu'ils aiment bien filmer des musulmans qui sont des bouchers, qui aiguisent leur couteau quand ils ont les interviews. Ils adorent ça, j'ai remarqué. Souvent, le mec, c'est bien fait, quoi, voilà. Et que si on ne le fait pas maintenant, je pense que dans 3 ans, 4 ans, ça sera trop tard, car on voit la chose s'accélérer. Hein, la loi sur la burqa, les couvertures des journaux, enfin depuis le 11 septembre, on a bien compris que l'empire qui existe avait désigné comme bouc émissaire le musulman. Hein, c'était clair. Or, nous en géopolitique, on a bien compris que le monde musulman est un monde qui résiste à la mise au pas mondialiste, puisqu'il y a une finance islamique, et que nous-mêmes, qui venons du monde catholique, avons été mis au pas par le mondialisme marchand, c'est-à-dire que nous avons été détruits. Nous savons ce que c'est que d'être détruit, c'est-à-dire Vatican II, c'est la soumission d'un monde qui a une théologie à l'idéologie dominante. Et d'ailleurs, l'Empire rêve d'un Vatican II musulman. Hein. Il rêve d'ailleurs d'un Vatican musulman et d'un Vatican II. C'est-à-dire d'une instance unique de l'islam, qui dans un premier temps fait Vatican, et après Vatican II, c'est-à-dire produit une série de textes qui aboutit en réalité à la soumission totale du monde musulman à la logique marchande mondialiste. Hein. Voilà. Après, ils s'occuperont des hindouistes et des chinois, bonne chance pour eux. Parce que de toute façon, pourquoi la guerre se passe contre les musulmans aujourd'hui? Parce qu'on est quand même dans la sphère méditerranéenne, qui est notre monde. Car en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a des tensions entre les musulmans et les chrétiens, c'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes dans le même monde. Et nous sommes les 2 systèmes concurrents dans le monde méditerranéen et post-méditerranéen depuis des siècles et des siècles. Alors qu'en réalité, les hindouistes et les chinois ne sont pas dans notre monde. Donc ils ont des religions qui sont autant exogènes, mais avec lesquelles nous n'avons jamais été en confrontation. Alors nous avons été en confrontation et en relation permanente et tendue, et en même temps pas toujours tendue, d'ailleurs avec le monde musulman dès le 7-8e siècle. Mais par contre, pour ceux qui connaissent l'histoire de la France c'est souvent et parfois, pas souvent mais parfois, alliée aux musulmans pour résister aux empires menaçants qui étaient soit l'empire allemand, soit l'empire anglais pour simplifier. Et
et Souliman le Magnifique avec François Ier. Et qu'à certains moments, pour l'indépendance de la France, nous avons intérêt, nous, à tendre la main aux musulmans qui font partie de notre espace francophone, de notre espace de rayonnement musulman et de notre ancien empire. Ça fait 3 raisons, puisque les musulmans, même quand ils m'insultent en français. C'est ce que moi, ce que j'aimais bien avec les Maghrébins, je dis quand même ce qui est bien, c'est que tu m'insultes dans ma langue. C'est déjà pas mal, moi je comprends, tu vois. Et que les rappeurs, malgré leurs bêtises, tous leurs textes sont écrits en français. Et même en bon français, ils essaient d'écrire un bon français. Ils ne chantent pas en anglais. C'est-à-dire que, dont je disais, il y a quand même un amour de la France. C'est ce que je disais, en réalité, souvent le français musulman d'origine maghrébine aime beaucoup plus la France qu'il veut bien l'admettre, alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils aiment la France toute la journée. Je ne vais pas dire Éric Zemmour parce que je pense qu'ils l'aiment vraiment. Mais Finkielkraut qui en fait l'aiment beaucoup moins que ce qu'ils disent. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à les gens, c'est que finalement, les Français musulmans aiment beaucoup plus la France que ce qu'ils disent, parce qu'il y a une espèce de pudeur qui fait qu'ils ne veulent pas le dire parce qu'on veut les obliger à le dire, et qu'on ne t'obligera pas à embrasser le drapeau en t'appuyant sur la tête. Mais en réalité, les musulmans aiment la France quand on ne les oblige pas à l'aimer à coups de pompe dans le cul, alors qu'il y a d'autres qui, soi-disant, adorent la France, et même aujourd'hui, qui sont d'ailleurs les seuls qui nous expliquent ce que c'est, c'est-à-dire le gouvernement Sarkozy, que ce soit les gauchistes de tout à l'heure, qui n'étaient d'ailleurs pas là, ou Sarkozy, c'est qu'ils communiquent quand même dans une haine de la France, qui est quand même le vrai point commun entre les trotskistes et les mondialistes de la finance. D'ailleurs, je vous ai expliqué tout à l'heure que les néoconservateurs étaient les anciens trotskistes. C'est une haine des nations, des peuples libres, et en France, alors une haine rabique de tout ce que la France est, qui pour eux est simplement la France coloniale, la France collabo, la France raciste. Alors la France, c'est bien autre chose que ça.